allô. Ah, mais ça fonctionne. Bonsoir tout le monde. Bien, je crois qu'on a passé le quart d'heure alésien. On va peut-être gentiment commencer. Alors, pour les besoins de la télévision, j'ai envie de vous demander de vous rapprocher, s'il vous plaît, dans le premier cercle. Voilà, ce sera plus convivial par ailleurs, si vous voulez bien. Vous rapprocher un petit peu. Manifestiez, s'il vous plaît. Oui, c'est une injonction. Voilà, merci beaucoup, merci. Voilà, entrez, installez-vous. Bonjour. Voilà, merci à tous, bienvenue ici pour ce grand débat alésien. Alors, je suis Gérard Génarès. Je serai le médiateur de la soirée. J'appartiens à la réserve citoyenne de l'Académie de Montpellier. Vous savez, c'est ce qu'on a mis en place après les événements de Charlie Hebdo. Et j'interviens dans les établissements publics, lycées, collèges, pour porter les valeurs de la République. Alors, c'est un débat un peu particulier ce soir, puisque nous sommes le 8 mars. Il s'agit donc de la journée internationale des droits de la femme. Vous voyez ces vidéos projetées. Et nous allons, dans ce cadre, aborder les différents points du débat. Alors, à mes côtés, une observatrice de premier plan, puisqu'il s'agit de Madame Chapelier, députée de la 4e circonscription du Gard. Je dis observatrice, mais je crois qu'elle prendra plaisir à intervenir. Alors, je vous salue, Madame Chapelier, parce que je sais que c'est courageux de venir. Les choses n'ont pas été toujours simples pour les députés et les élus de la République. Je voudrais rappeler rapidement le cadre du débat. Donc, nous allons commencer très rapidement. Ce débat dure 2 heures, donc on devrait en principe finir autour de 20 heures. Ce débat doit rester, alors je le dis, mais je pense que je n'ai pas besoin de le dire, mais courtois. Il ne s'agit pas de s'invectiver, il s'agit d'intervenir de manière courte, quelques minutes, faire peut-être une analyse, et puis surtout, ce qui serait très intéressant, c'est de faire des propositions sur l'ensemble des thèmes. Ce que nous souhaiterions également, c'est que la question des droits des femmes soit transversale, apparaisse, que vous interveniez sur ces questions des droits de femmes, de la représentativité, du travail, du salaire, toutes ces questions qui interrogent notre société depuis malheureusement trop longtemps. Les thèmes, je vous les rappelle, la transition écologique, la démocratie, la citoyenneté, la fiscalité et les dépenses publiques, l'organisation de l'État et des dépenses publiques. Pas de tabou, on va au-delà, ne réfrénez pas votre parole. C'est un débat démocratique, d'une grande qualité, on l'espère. Donc on va essayer de le conduire jusqu'au bout. Je crois qu'il y a... Enfin, l'habit ne fait pas le moine, mais j'espère qu'il y a quelques gilets jaunes, et je dois remercier les gilets jaunes. Sans eux, ce débat n'existerait pas. Enfin, avant de vous passer la parole, Annie, je tiens à dire que ceux et celles qui ont quelques difficultés à intervenir, ça peut arriver, il y a là-bas des documents sur lesquels vous pouvez poser vos questions qui seront retranscrites par Jean-Antoine, qui va collecter toutes ces questions. Si l'un d'entre vous souhaite participer à la collecte de tout ce qui va être dit, bien, il se rapproche de Jean-Antoine. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors, à la fin peut-être, vous laisserez, ceux qui le souhaitent, vos adresses électroniques, et vous pourrez ainsi recevoir le compte-rendu de cette soirée. Madame Chapelier, vous voulez dire quelques mots avant de démarrer ? Oui, merci Monsieur Génarès. Simplement quelques petits points techniques, tout d'abord. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du playback et de parler dans un micro, pour qu'on vous entende, n'hésitez pas à le rapprocher le plus possible. Ensuite, chacun évidemment prend la parole, il suffit de le signaler, mais surtout, ce n'est pas surtout, si vous pouviez simplement vous présenter, peut-être par votre prénom, simplement, et également pour les personnes qui sont des élus, de dire quel est leur type d'élu et
ensuite de décliner de quel parti ils sont. Tout cela pour un souci de transparence absolument politique. Voilà. Après, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'élus, à part je vois quelqu'un dont je remercie la présence. Par ailleurs, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet aujourd'hui, le 8 mars? Alors, tout le monde dit que le 8 mars, eh bien, c'est la journée de la femme. Comme ça laisse 364 jours pour les hommes. Malheureusement, dans certains domaines, c'est toujours un peu le cas. Je ne suis pas là pour vous énumérer toutes les différences qui existent entre les femmes et les hommes, même en France, où nous sommes pourtant dans un pays quand même très égalitaire sur ce point-là, mais elles existent. Il y a un proverbe chinois qui dit que les femmes tiennent à la moitié du ciel, mais sur Terre, par contre, elles n'ont pas la moitié du monde. Loin s'en faut. Donc, c'est pour parler de toutes ces différences que nous sommes ici. Faire des propositions aussi, dire comment on pourrait peut-être changer cela. J'ai avec moi un petit livre qui est une pièce de théâtre qui a été écrite il y a 2500 ans par un auteur grec, Aristophane. Je l'avais lu au lycée et j'avais trouvé qu'il était furieusement présent. Bon, 30 ans plus tard, c'est toujours d'actualité, mais si ça n'a pas changé en 2500 ans. Il imagine un monde où les femmes prennent le pouvoir à l'Assemblée, à Athènes, tout simplement, par un petit tour de passe-passe. Et pourquoi elles le prennent? Eh bien voilà, parce qu'il dit c'est aux mains des femmes, vous m'entendez, qu'il faut nous confier l'État. Après tout, c'est bien à elles que nous donnons l'emploi dans nos ménages, d'avoir la haute main sur la gestion. Elles savent mieux se conduire que nous, et je vais le prouver. Pour commencer, on ne les voit pas risquer des innovations. Et ce qu'il pourrait y avoir qui marche bien à Athènes, ne serait-ce pas le salut pour la cité de ne pas s'évertuer à fabriquer de l'inédit pour le changer? Allons, messieurs, remettons l'État entre les mains à elles. Inutile de palabrer, de nous demander ce qu'elles vont faire. Laissons-leur tout bonnement le pouvoir. Elles protégeront leurs fils qui vont à la guerre. Elles feront la gestion du ménage. Elles s'occuperont de l'acheminement des vivres et personne n'aura à souffrir de la faim ni du besoin. Voilà. Changeons le monde peut-être. Inversons les choses. C'est la première proposition que je ferai personnellement en tant que femme et non pas en tant que députée. Je vous remercie à toutes et à tous d'être là et je vous laisse la parole. Merci bien. Alors, on va commencer. On va tout de suite peut-être prendre la première question. Je sais que ce n'est pas facile, alors on va prendre la deuxième. Voilà. Alors, moi, ce n'est pas une question. Je suis Martine Sagy, je suis secrétaire de l'Union locale CGT. Et donc, on est une petite délégation, puisque c'est la Journée internationale des droits de la femme. Et c'est, dans la CGT, c'est un jour de commémoration et de lutte. Donc, Madame Chapelier, nous, on est déçus parce que vous ne nous recevez jamais. Et dans la CGT, il n'y a pas que des hommes, il y a des femmes. Et donc, on a une motion qu'on a écrite cet après-midi, qu'on aimerait vous remettre et que vous portiez au plus haut. Ce 8 mars 2019, c'est la Journée internationale de lutte des droits des femmes. Les militantes CGT du bassin alésien ont honoré les épouses des mineurs. Elles ont soutenu et lutté auprès de leur mari lors de la grève de la Drèche qui a duré 13 mois. Ce combat avait pour seul objectif de conserver leur outil de travail et avoir le droit de vivre, décider et travailler au pays. Elles ont défendu plus que cela, elles ont défendu l'avenir d'une région. Depuis le XXe siècle, nous les femmes luttons pour nos droits et pour l'égalité entre les sexes. Nous sommes toujours au même point malgré les semblants des lois que nous gagnons pour nous ouvrir des droits à égalité de ceux des hommes. Lois qui ne sont jamais respectées et donnent des délais d'application, des sanctions trop vagues envers les employeurs. Concernant le développement industriel sur le bassin alésien, il est regrettable, il est mort. Toutes les réformes ont anéanti l'emploi pérenne et honorable sur notre terre cévenole, malgré nos combats et nos cris d'alerte. Le gouvernement, avec son nouveau projet de loi, dit de transformation de la fonction publique, accentuera cet effondrement des acquis sociaux et du développement industriel. S'il est adopté, le recours accru à des emplois contractuels impactera négativement la situation professionnelle et financière des femmes. Alors que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles est une priorité, le projet de loi amoindrit les outils dédiés à la santé au travail. Il aurait pour conséquence un recul des services publics, pourtant déterminant pour l'émancipation des femmes et de l'emploi public, aujourd'hui majoritairement féminin.
Le 8 mars, c'est ni la Saint-Valentin, ni la fête des mères. C'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. À cette occasion, nous interpellons le gouvernement et le patronat autour des exigences suivantes. Assurer l'égalité salariale et professionnelle. Je ne développerai pas pour être un peu plus courte et pour ne pas abîmer votre débat. Lutter contre la précarité et revaloriser les métiers à prédominance féminine. Promouvoir une parentalité partagée et lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Je vous remercie de votre écoute, de votre attention. Merci. J'ai un micro. Merci. Merci beaucoup. On va continuer. Donc ce débat qui est, je vous le rappelle, un débat citoyen. Alors sur ces questions, sur les grands thèmes, sur la question de la fiscalité. Il y a une question? Oui. Allez-y, jeune homme. Merci. Bonjour, Mathias Wacli, je suis étudiant à Montpellier en sciences économiques et sociales en 4e année. Je m'adresse à la femme et pas à la députée. Vous avez parlé, en tant que femme du coup, de l'inversion. Vous avez parlé de l'inversion donc de la situation. J'aimerais avoir quelques précisions sur ce que vous entendez par ça. Je ne crois pas que ce soit juste des mots, comment dire. Vous avez dit, on pourrait imaginer, je souhaite en tant que femme l'inversion de la situation. La phrase n'est pas anodine. L'inversion, c'est-à-dire tout simplement un monde équitable où les femmes ont autant de droits que les hommes. Et non pas un monde inéquitable. Je crois qu'il a eu peur et qu'il pensait que... Ce n'est pas prendre la place des hommes. C'est tout simplement... Là, c'était une farce, cette pièce. Mais qui montre bien que le problème existait il y a 2500 ans, qu'il est toujours le même. Et surtout, ce qu'il voulait montrer, c'est que les femmes peuvent amener un monde différent. Parce qu'elles traitent les problèmes de façon différente. Et que c'est pour cela qu'il y a des choses qui sont nécessaires. Comme par exemple, il y a 10 femmes qui ont écrit le Manifeste des 10, Simone Veil, Yvette Roudy, etc. Il y a déjà 23 ans de cela. Et elle disait que le temps de la contrainte était venu. C'est-à-dire que éduquer, enseigner, stimuler, inspirer ne suffisait pas. Il ne suffisait pas de dire « je vous incite à mettre plus de femmes dans les postes de direction, je vous invite à mettre plus de femmes au gouvernement, je vous invite à donner plus de responsabilités aux femmes ». Ça ne suffisait pas. Il fallait le contraindre, l'obliger. Elles ont écrit ça il y a 23 ans. Ce temps de la contrainte n'est jamais arrivé, ce qui fait que finalement, peu de choses changent. Dans les pays où on l'a imposé, comme au Rwanda, en Afrique, parce qu'on donne toujours l'exemple des pays scandinaves, mais ce ne sont pas les seuls, eh bien, le pays se développe parce que les femmes tiennent compte des autres, elles tiennent compte de leur famille, elles tiennent compte de chacun, de leur environnement. Les femmes sont beaucoup plus sensibles, par exemple, aux problèmes de l'environnement. Et donc, elles font que la société s'améliore et que tout le monde bénéficie, et pas uniquement elles. Voilà, c'est quelque chose à laquelle je crois. C'est pour cela que je pense qu'il est important que l'on crée un monde où les femmes ont une place à profonde égalité avec les hommes. Voilà ce que je souhaitais dire. Merci. Ne soyez pas timide, je vous en prie. D'autres interventions? Moi, je voudrais être un petit peu plus générale et dire tout simplement que peut-être avant de mettre de la contrainte, il faudrait que chacun se pose des questions sur sa propre attitude. Et nous, les femmes, sur notre propre attitude, parce que, en fait, c'est nous qui élevons les enfants. Et je voudrais bien savoir parmi vous, pardon, mesdames, est-ce que vous avez élevé des filles? Qui c'est qui a élevé une fille? Voilà. Donc, pas moi, hélas. Tu as élevé des filles. Et est-ce que vous les avez incitées à grimper aux arbres, à faire du vélo sans les mains, à skier à fond, à conduire un kart? Est-ce que ça on l'a vraiment intégré chez nous, dans notre tête? Et c'est peut-être par ça qu'il faut commencer, parce que... Oui, alors, il y a... Voilà. Non, mais je disais... Alors, effectivement, peut-être que les hommes ont fait ça plus volontiers avec leurs filles. Mais j'ai l'impression que nous, les femmes,
on est toujours là. Attention, c'est une fille, c'est dangereux, il ne faut pas qu'elle fasse ça. Enfin, dans mon entourage, je vois quand même beaucoup de différences dans la façon d'élever les garçons et les filles. Et donc, peut-être déjà ça, il faudrait changer. Ben, apparemment, vous l'avez tous fait, donc c'est parfait. Merci. Donc vous parlez, vous évoquez un peu la question du déterminisme. Hein? Oui, voilà. Donc, c'est pas une fatalité. Et moi, je vous le dis parce que je sais qu'à titre personnel, j'ai été élevée jusqu'à l'âge de 4 ans comme un garçon. Et ça m'a donné une certaine pêche. Et puis après, à l'âge de 4 ans, mon frère est né. Et ben, j'étais plus qu'une fille. Donc, vous voyez. Et je crois qu'il faut penser à ça. Il faut penser à ça. Et chaque fois qu'il y a une différence de sexe, dire c'est pas différent, c'est pareil. Voilà. Merci. Là, nous parlons de l'importance de l'éducation, tout simplement. La place des femmes dans la société, peut-être qu'elle commence dès l'éducation. Je voudrais juste dire un mot pourquoi j'ai choisi ce sujet. Et finalement, de voir que ça attire peu de monde, ça ne m'étonne qu'à moitié. Parce que ce n'est pas le premier débat auquel j'assiste. Ça fait un mois et demi, un peu plus d'un mois et demi que le grand débat a commencé. Les grands débats, actuellement, enfin tous ceux auxquels j'ai pu assister, c'était majoritairement des hommes. Il y avait à peu près 10% de femmes présentes dans tous les débats. Et lorsqu'elles prenaient la parole était rare. Et puis, elle faisait des propositions qui étaient souvent un peu différentes de celles des hommes, mais surtout, voilà, elle s'exprimait peu. Parce que moi, ça me chagrine beaucoup de voir que nous sommes la moitié des Français, nous les Françaises, et que finalement, dans un moment comme ce grand moment démocratique qu'est le grand débat, les femmes s'expriment peu, viennent peu, interviennent peu. Voilà. Et je ne suis que modérément surprise de voir qu'il n'y a pas eu un grand déferlement de personnes. Si j'avais fait un sujet sur la fiscalité, je pense que j'aurais eu beaucoup plus de succès que sur l'égalité homme-femme, tout simplement. Donc je vous en prie, nous sommes là quand même pour parler de ce sujet. Mais si vous souhaitez vous exprimer sur d'autres sujets, il n'y a aucun souci. Voilà, vraiment, il n'y a aucun problème. C'est un grand débat comme les autres. Et si possible, en le voyant à travers le prisme de cette égalité, mais pas de problème. Merci. Madame Lébutier, vous vous interrogez sur le peu nombre d'élus. Moi, je suis venu ici, mais je n'ai pas été invité. J'ai appris par hasard qu'il y avait cette rencontre-là. J'ai entendu un certain nombre de choses sur la question des comportements personnels pour changer cette réalité. Je crois qu'effectivement, c'est une question qui est posée à toute la société. Ceci étant, permettez-moi quand même de dire qu'il y a des choses un peu plus profondes aussi qui sont posées. Aujourd'hui, dans cette société où nous vivons, où il y a une précarité très forte, celles qui souffrent le plus de la précarité, c'est les femmes. Celles qui sont le plus dans la pauvreté, c'est les femmes. Alors ça, c'est un constat. Ça ne vient pas d'aujourd'hui. Mais il y a une loi que le gouvernement que vous soutenez a adoptée, la loi travail, qui précarise davantage encore ces situations. Dans le Gard, vous avez une famille sur 4 qui est une famille monoparentale. À 96%, c'est des femmes. C'est des difficultés en nombre. Or, les dispositifs en termes de pouvoir d'achat pour les retraités, pour les actifs, pour les minima sociaux, ne sont pas au niveau en termes de réponse aux besoins. Et en premier lieu, pour ces populations-là. En termes de contrats aidés, ou de contrats à durée déterminée, c'est les femmes qui en subissent le premier les conséquences. Il n'y a aucune mesure qui n'a été prise depuis le début de ce quinquennat pour remédier à ces questions. Au contraire, tout ce qui a été fait, c'est pour faire reculer les choses. J'écoutais votre collègue Aurore Berger ce matin à la télévision. Parce que j'ai bien compris, donc La République En Marche a participé et souhaite, au travers de ces questions, faire aborder l'égalité. Oui. Ce n'est pas la journée de la femme, ça a été dit. C'est la journée internationale pour les droits de la femme, parce qu'il faut les faire avancer. Et ce n'est pas une question qui concerne que les femmes. C'est une question qui concerne les femmes et les hommes, parce que c'est un enjeu d'évoluer. Quand aujourd'hui on sait qu'au niveau des salaires, il y a un écart de 26% entre les hommes et les femmes,
Il y a beaucoup à gagner, sachant que le pouvoir d'achat, y compris, je dirais, pour les hommes, il est loin d'être au niveau, ce qui veut dire qu'il y a besoin de travailler globalement cette question. Il n'y a aucune réponse qui est apportée, y compris si on peut se féliciter que ce débat ait lieu parce que les Gilets jaunes ont porté cette exigence, il n'y a aucune réponse qui est apportée de ce point de vue. Alors, c'est bien de débattre, vous êtes député, je souhaite que vous ferez remonter ces exigences, notamment sur le pouvoir d'achat et plus globalement sur la justice sociale. Parce qu'évidemment, tout ça, ça réclame des moyens. Vous disiez qu'on peut élargir le débat, je vais le faire. Il faut prendre l'argent là où il est. D'abord dans les entreprises, il n'y a pas que la puissance publique. C'est d'augmenter le pouvoir d'achat, c'est d'augmenter le SMIC. C'est de maintenir les retraites indexées sur le coût de la vie. C'est rétablir le point d'indice pour les fonctionnaires. Ça fait plus de 5 ans qu'il est gelé, je le rappelle. Donc toutes ces mesures-là, elles ont besoin aussi de financement. Il y a l'ISF. Votre collègue Gaillard a fait un grand article dans Midi Libre, il y avait une pleine page en disant tout est ouvert, y compris le rétablissement de l'ISF. On nous a expliqué au début de ce grand débat, dont cette initiative fait partie, qu'il était hors question de le remettre en route. Ça représente quoi? 3,5 milliards. Mais qu'est-ce que c'est comme somme? C'est peu. Mais j'ai vu qu'on taxait les GAFA. 500 000 € par an. 7 fois moins que ce qu'on a supprimé de l'impôt sur les grosses fortunes. À côté de ça, vous avez la fraude fiscale, 100 milliards. On n'en parle pas. Il y a même un député qui s'appelle Bocquet, un sénateur, là, qui a proposé d'être le président de cette commission parce que visiblement Darmanin ne trouvait pas de candidat pour piloter cette grande initiative pour lutter contre la fraude fiscale. Voilà, c'est là quelques éléments et on pourrait parler du CICE qui finance des entreprises pour supprimer des emplois plutôt que d'en créer et qui mobilise des milliards d'euros, 40 milliards, où le coût de l'emploi créé, c'est l'estimation officielle, c'est le rapport officiel, de 10 000 à 200 000 emplois créés, en gros, ça fait une moyenne de 250 000 à plus de 500 000 emplois, 5 000 € l'emploi créé. Donc, quelque part, quelque chose ne va pas. Ce n'est pas avec ça qu'on va favoriser cette égalité. Et en même temps, c'est d'autant plus dommage, parce que la société, les hommes et les femmes, moi je vois au niveau du conseil départemental, il y a des femmes qui sont élues, elles tiennent leur place, et elles n'ont pas des petites responsabilités. Le principe même de la loi qui a instauré la parité, de ce point de vue-là, est une bonne chose. Parce qu'elles peuvent mener... Mais en même temps, la question qui est posée, c'est les orientations et les choix politiques, qu'on soit un homme ou une femme, c'est de choisir le camp dans lequel on veut agir. Est-ce qu'on s'en prend aujourd'hui à une finance qui écrase toute la société, ou est-ce qu'on continue de l'abonder, comme c'est le cas aujourd'hui? Voilà. Si on veut l'égalité des hommes et des femmes et tirer la société non pas vers le bas mais vers le haut, je crois qu'il faut s'attaquer quelque part, je dirais, aux puissances d'argent, aux puissances financières qui écrasent tout le monde et qui divisent la société et qui font des femmes, y compris, des sous-citoyennes dans le monde d'aujourd'hui. Je vous invite à le faire remonter largement. Merci, Monsieur Suot. Je crois que vous aviez demandé la parole. Monsieur Suot, s'il vous plaît. Voilà, merci. Bon, je voudrais quand même revenir à quelque chose d'un peu moins axé. On parle des femmes et dans le monde, à part dans nos pays développés et dans toute l'Afrique en général et dans toutes les terres un peu plus reculées de l'Amérique latine, de beaucoup de régions d'Asie, les femmes sont des machines à faire des gamins. Et ça, c'est le tout souci peut-être du prochain siècle, peut-être même avant. On est parti pour avoir une population de 9 milliards d'habitants, on va peut-être monter jusqu'à 12 milliards. On arrive difficilement à nourrir aujourd'hui d'une manière correcte 7 milliards. L'interlocuteur juste avant a dit qu'on n'arrive même pas, nous, en France, à faire vivre nos 70 millions. Quand l'Afrique sera 4 milliards, ils vont vouloir se développer aussi, ils vont vouloir venir en Europe, et donc l'Europe sera non plus 300 millions, mais 1 milliard, 1,5 milliard. Donc, pour moi, le souci de la
de l'extension de la population mondiale qui est restée depuis l'origine dans des courbes à peu près ascendantes. Et puis les 2 derniers siècles, on est parti... bon, c'est vrai avec les victoires de la médecine, c'est vrai avec les victoires des vaccinations, etc. etc. C'est vrai que l'augmentation de la nourriture, l'augmentation de tout ça, mais je pense aussi que l'égalité de l'homme et de la femme doit être vue aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire que la femme, si on la met au niveau de l'homme et qu'elle commence à aller travailler, à gérer la maison de la même manière que l'homme et qu'on est 2 à la maison plutôt que 1 et demi, je pense que les femmes auront 1 ou 2 enfants plutôt que, comme ça se retrouve dans des tas de pays, 8, 10. Et donc, l'égalité de l'homme et de la femme arrivera sans doute à faire en sorte qu'on ne se retrouve pas à 12, 15 ou 20 milliards sur notre Terre et de devoir, au lieu d'augmenter le pouvoir d'achat, comme disait mon prédécesseur, il va falloir le diviser par 1, 2, 3 ou 4 pour arriver à nourrir 12, 15, 20 milliards d'individus. Merci, monsieur. Ah, une intervention ici. Bonjour, Françoise Vincent. Je suis membre du bureau du CEDIF, qui est le centre du CEDIF du Gard, qui est le centre d'information des droits de la famille et des femmes, dont la mission principale, dont les 2 missions principales sont donc la femme et la famille. Mais malheureusement, dans la réalité, même si l'association est composée de 7 salariés très bien formés, qui à la fois psychologues, juristes, une accompagnatrice à la formation qui est vraiment qui a une étendue de connaissances dans ce domaine, malheureusement, la mission principale de cette association reste l'accompagnement des femmes maltraitées. Et c'est dans des proportions de 60 à 70%, donc c'est quand même extrêmement important. Ceci est une parenthèse et m'a permis de me présenter, mais je voulais quand même donner une information. Il y a eu en 1995 une énorme conférence qui a été organisée à Pékin par l'ONU sur les conditions de la femme. À cette conférence ont assisté des femmes du monde entier et il y a eu beaucoup d'espoirs qui ont été mis dans cette conférence. Et j'ai assisté en 2015, donc 20 ans après, à une conférence à Genève sur le même thème. Et force est quand même de réaliser qu'il y a eu des avancées dans certains domaines, mais quand même beaucoup de recul dans d'autres domaines. Voilà, c'était simplement une information, mais je pense que dans le cadre du débat, c'était vraiment quelque chose à préciser, parce que nous étions extrêmement nombreuses. Il y avait vraiment des femmes du monde entier. Il y a même des femmes qui sont venues et qui se sont mises en danger en venant assister à cette conférence. Et il y a eu évidemment, des ateliers de travail, il y a eu des conférenciers de très haut niveau, aussi bien des économistes, des sociologues, des psychologues. Et alors, 5 ans après, je ne sais pas actuellement où on en est parce qu'on n'a pas encore assez de recul. En gros, c'est tous les 10 ans qu'on essaye de faire le point. Mais je pense qu'il est important de le réaliser. Voilà. Merci, madame. Si vous voulez bien passer le micro derrière vous, je vous remercie. Merci beaucoup. Je voudrais juste, excusez-moi monsieur, juste un petit mot pour répondre à madame. Effectivement, cette conférence de Pékin était quelque chose de majeur et nous sommes en pleine récession au niveau international. Vous travaillez surtout sur les violences faites aux femmes dans le Gard, où nous sommes un département où il y a énormément de violences intrafamiliales par rapport aux autres départements de France. Et c'est vrai qu'on a eu le 30e féminicide, comme on les appelle maintenant, c'est-à-dire de femmes qui meurent sous les coups de son conjoint, de son compagnon, souvent de son ex-compagnon.
Et cela, c'est quelque chose justement qui doit marquer les esprits. 8 mars, 2 mois et 8 jours après le début de l'année, 30 femmes en France sont déjà mortes parce que leurs compagnons ou ex-compagnons les ont tuées, tout simplement. Il n'y a pas d'homicide d'homme tué sous les coups de sa conjointe. La différence de traitement entre les hommes et les femmes, elle se mesure à ce genre de choses. On est dans un pays, effectivement, où la parité existe, mais malgré tout, nous, les femmes, nous sommes beaucoup plus victimes d'actes très violents que les hommes, tout simplement. Monsieur, je vous laisse la parole, excusez-moi de vous avoir interrompu. Je voulais juste rajouter qu'à ce propos, il y a eu au mois de novembre une conférence qui a eu lieu à Nîmes sur les homicides conjugaux. C'est la première conférence qui a été faite sur ce thème en France. C'est la première fois qu'on ose vraiment en parler. Ça a été une conférence vraiment de très très belle qualité avec des intervenants vraiment top. Et d'ailleurs, une Canadienne est venue spécialement du Québec pour présenter son travail, un travail de prévention sur les personnes, les auteurs à risque, et qui a permis quand même de réduire de presque de moitié les auteurs de violences et d'homicides en particulier. Et d'ailleurs, à titre informatif, cette personne va venir au mois d'avril et va faire des mini-formations, mais en tout cas, elles auront au moins le mérite d'être là, auprès de la police, de la gendarmerie, à Nîmes et à Alès. Voilà. Merci. Bonsoir, messieurs, dames. Je suis monsieur Robert, 81 ans, blessé de guerre. Alors, je voudrais vous demander, en étant blessé, puisque je ne peux pas, j'ai eu le bras en adduction forcée, de pouvoir m'asseoir pour pouvoir à la fois lire. Merci. Pour moi, l'humain, c'est ce qui me préoccupe. Depuis 15 ans, je suis des personnes âgées, 6 exactement, de 90 ans, chez elles, à l'hôpital, dans les EHPAD. À l'hôpital, le corps médical est débordé. Cela leur crée des problèmes familiaux, plus celui des malades, qui ne peuvent pas soigner convenablement, malgré leur humanisme. Guéri ou pas, vous rentrez par une porte et vous sortez par l'autre. Dans les EHPAD, cela est pire. Une aide-soignante pour des dizaines de malades. Pour eux, pas de repas bio. Mais les cachets, ça calme. Ils n'ont rien à dire, car leurs enfants ne viennent pas souvent les voir. Pour nous tous, ils ont fait la France par leur travail, les privations, les grèves et parfois les guerres. En plus, il n'y avait pas le RSA et autres avantages. Ils ne peuvent plus agir, faites-le pour eux. Et plus tard, vous le ferez pour vous. Maintenant, quand on parle de l'argent, vous avez la possibilité, tout le monde le sait, l'ISF, mais vous avez aussi, il faudrait en prendre un peu sur l'immigration, et il faudrait aussi en prendre un peu de recevoir l'argent que l'on donne en surplus à l'Europe, environ 9 milliards. Alors, je pense qu'il y a une troisième solution, mais personne ne va en parler, c'est de demander au Fonds monétaire international le droit de dispenser la France d'une année d'intérêt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, monsieur. Je crois qu'il y a une autre intervention. Merci Alors, beaucoup. pensez à vos parents. Merci, monsieur. Bonjour, je m'appelle Agnès, je viens de Carnasse. C'est juste pour rebondir sur la question de madame quand elle parlait des féminicides. J'aimerais beaucoup voir dans les émissions de télévision pendant une semaine ou deux, à chaque fois qu'il y a une femme qui meurt, qu'on en parle. On passe des semaines et des semaines. On passe des fois une semaine à parler de racisme, d'antisémitisme. C'est très vouable, je le comprends très bien. Mais une femme qui meurt, c'est comme si ça valait pas grand-chose. On n'en parle pratiquement jamais
alors qu'il y a toutes ces émissions sur les lignes, les chaînes d'information continue ou toutes les radios. Il n'y a pas un soir où on va consacrer un débat sur ce problème du féminicide. Voilà, c'est juste ça. Alors avis aux médias. Merci madame. Oui, Myriam, il se trouve que je ne sais pas s'il y a des personnes de Reseda ici. Je travaillais il y a 2 ans sur un audit que faisait Reseda, justement sur les violences faites aux femmes et les conséquences sur les enfants qui vivent ces situations à l'intérieur des foyers. Il se trouve que je suis aussi sensible à la question des enfants. Donc ce que je trouve dérangeant par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays, notamment l'Espagne, que je connais bien pour avoir travaillé sur le sujet, c'est qu'on s'adresse systématiquement aux femmes ou aux enfants pour leur dire de se protéger. C'est très bien. Mais quand il y a 3000 personnes environ qui perdent la vie sur la route tous les ans, on ne dit pas aux gens de se protéger en traversant sur le passage clouté. On le dit un peu, mais on nous met des radars, on nous informe sur le fait qu'il ne faut pas boire, fumer, etc. Or, je n'ai jamais vu d'informations sur les chaînes de télé, Internet, etc., qui s'adressent aux agresseurs potentiels. Qu'il s'agisse d'agresseurs de femmes, conjoints, maris, enfin peu importe, compagnons ou autres, c'est toujours à la femme de se protéger. C'est bien, il faut qu'elle se protège. Et pareil pour les enfants. On dit à un enfant de 6 ans, protège-toi si ton papa ou ta maman, enfin globalement, c'est comme ça, fais ceci ou fais cela. Jamais on ne s'adresse aux agresseurs potentiels pour leur dire, à la maternité, bon, il se trouve que mes maternités sont un peu anciennes, mais j'ai des filles qui ont eu des enfants, on explique aux parents comment torcher l'enfant. On explique aux parents comment lui donner à manger. C'est sûrement important, mais pourquoi on ne leur explique pas ce qu'on ne doit pas faire? L'inceste concerne en France 4 millions. Il y a 4 millions de Français qui ont été incestés dans leur enfance. Majorité de petites filles et aussi beaucoup de petits garçons. Est-ce qu'à un moment, on rappelle que des choses sont interdites? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Jusqu'où on peut aller? Et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? On a actuellement de plus en plus de salons de massage qui existent pour des enfants. Des parents amènent des enfants se faire masser. Bon, personnellement, je ne vois pas bien l'intérêt d'amener un nourrisson de 6 mois, à part chez l'ostéopathe, etc. Donc je trouve que la France est très en retard. L'Espagne commence à prendre les choses à bras le corps. Et il y a eu, les années précédentes, une diminution drastique des violences faites aux femmes, qui était colossale, nettement supérieure de ce qui se passait en France. Voilà. Donc je trouve qu'on s'adresse toujours aux victimes. Madame disait tout à l'heure, quid de l'éducation des filles par les femmes? Moi j'ai envie de répondre, c'est pareil. Quid de l'éducation des enfants? Ce sont aussi les femmes et les pères, les pères et les mères qui éduquent les garçons. Donc ce n'est pas les uns contre les autres, nous sommes différents, mais nous sommes égaux. Nous ne sommes pas identiques, mais nous devons être égaux. Alors ça passe par l'éducation, mais je crois qu'en réalité, on fait trop confiance. Voilà, c'est tout. Merci, Mme Manifassier. Oui. Je peux... Non. J'ai demandé la parole. Il y a 2 concurrents. Zaya, allez-y. Zaya. Donc Zaya. Moi, je suis enseignante, donc je veux effectivement réagir par rapport à ce que vous venez de dire sur l'éducation. Effectivement, il y a l'éducation familiale, il y a l'éducation scolaire. Des mesures avaient été proposées pour justement qu'à l'école, on apprenne aux enfants le respect entre les sexes, la compréhension de ce qu'est sinon la sexualité, au moins en tout cas la manière de s'adresser à l'autre. Et ça a soulevé des tollés d'incompréhension, de rejet. Je pense que là, c'est aussi des blocages sociétaux qu'il faut lever. Je voulais également dire que ce qui ressort souvent dans les débats autour de la place des femmes, c'est que les mesures qui sont proposées sont souvent des mesures sociétales dont je ne nie pas la nécessité, l'importance vitale. Il va de soi que c'est essentiel. Mais j'ai entendu la ministre, Madame Schiappa, proposer ce matin la PMA pour toutes. Je n'ai rien contre, c'est pas la question. Simplement, ce sont des mesures qui sont absolument nécessaires, mais qui ne peuvent pas se substituer aux mesures économiques qui sont le garant d'une réelle égalité. C'est-à-dire que si, comme le disait tout à l'heure M. Suot, puis d'autres l'ont dit, s'il y a une inégalité économique, si les femmes gagnent moins d'argent, si les femmes n'ont pas de travail, le reste, de toute façon, ne suit pas. Encore une fois, on a beaucoup dit à propos des gilets jaunes qui étaient dans les ronds-points qu'il y avait énormément de femmes. Et les femmes qui étaient là, c'était des problèmes économiques qu'elles soulevaient. C'était le fait de ne pas pouvoir s'occuper de leurs enfants, de ne pas gagner leur vie correctement, de ne pas avoir d'emploi, ou quand elles ont un emploi, d'être principalement celles qui ont des emplois précaires.
je ne vois pas comment on peut régler une situation liée à la place des femmes en marchant que sur un seul pied, c'est-à-dire le sociétal, et oublier l'économique. Et pour terminer, je voulais faire allusion donc à une des thématiques du grand débat, à savoir la place des services publics. Il me semble que toute la société souffre d'une régression des services publics, mais plus particulièrement les femmes. Si les hôpitaux ferment, les hôpitaux de proximité ferment, ce sont les femmes qui vont devoir accoucher beaucoup plus loin. S'il n'y a pas à proximité d'école, ça complique la vie de toute la famille, certes, mais force est de constater que c'est souvent les femmes quand même qui en pâtissent, puisque c'est elles qui se trouvent en charge des crèches, de garder, de courir, etc. etc. Donc l'une des questions posées dans le grand débat, c'était si vous deviez supprimer ou faire régresser un service public, lequel choisiriez-vous? J'ai envie qu'on fasse remonter que aucun. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a... Oh, là, d'un coup, il y a plein d'interventions. Hein. Alors, on va... Allez-y, madame. Oui, très bien. Oui, alors moi je voudrais intervenir sur un point très très pratique qui est en fait le calendrier. Le 8 mars, c'est bien, c'est un jour dans l'année. Alors en ce moment, on entend des organismes, des structures qui étalent leurs événements sur une semaine en mars, sur 15 jours, sur le mois de mars pour la femme. Mais pourquoi la question des droits de la femme se limite à un jour, une semaine ou un mois dans l'année? Pourquoi ne pas parler ou défendre les droits de la femme tout au long de l'année? Aujourd'hui, on a des vecteurs de communication quand même qui sont très dynamiques. Il est possible de faire des piqûres de rappel tout au long de l'année sans qu'on se mobilise. Moi, je suis debout depuis 5 heures du matin, je cours les événements du droit de la femme aujourd'hui. Je ne me suis pas arrêtée une minute. Mais demain, j'aurai rien à faire. Je n'aurai pas parlé de la femme parce que c'est qu'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que le calendrier, il faut arrêter avec cette journée du 8 mars où on nous offre une rose. Il faut peut-être que la journée, la défense des droits de la femme s'étale peut-être sur toute l'année comme d'autres droits dont on parle tout au long de l'année sans que ça gêne personne et surtout que ce soit normal. Voilà ma réflexion. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie, allez-y. Bien, je suis Jérôme Talon, je suis le référent de La République En Marche dans le Gard. Je voulais juste, j'ai juste un propos à dire qui va rejoindre ce que vous avez dit, madame, et c'est à mon sens l'essentiel, c'est l'économique. Je voulais dire que c'est bien de lire une motion, c'est bien de faire un réquisitoire, mais quand on part et qu'on ne reste pas jusqu'à la fin de la réunion pour écouter ce que toutes les personnes ont à dire, je trouve que c'est un peu dommage et réducteur. C'est facile de donner des leçons, mais c'est mieux de rester et d'écouter ce qu'on a à dire. Le partage, c'est ça. On n'est pas tous d'accord. On ne sera pas tous d'accord. C'est normal. Ça fait partie du jeu démocratique. On a le droit de ne pas être d'accord. Et c'est bien ça aussi qu'on vit en démocratie. C'est une bonne chose. Mais je crois que c'est un peu dommage d'avoir juste un postulat et de ne pas rester là. Je voulais revenir sur un point qui, moi, me semble essentiel et qui, à mon sens, ne peut être réglé que par la loi, même si je ne suis pas forcément favorable à tout régir par la loi. Je vais vous prendre juste un point. J'étais, à titre personnel, lorsque Martine Aubry a présenté la loi sur la parité, assez réticent sur le fait qu'on soit obligé de passer par une loi pour arriver à la parité. À titre personnel, j'étais assez réticent. La preuve, par l'exemple, c'est que ça m'a donné tort, puisque, effectivement, grâce à la loi sur la parité, on n'a pas tout résolu, évidemment, il y a encore beaucoup de travail. Mais on a déjà bien avancé au niveau, effectivement, de la place des femmes, notamment dans le monde politique, même si c'est toujours pas encore le cas. Et je crois que ce qu'il faut véritablement porter par la loi, c'est l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Parce qu'encore une fois, effectivement, les sujets sociétaux sont très importants, je suis d'accord avec vous. Il faut y travailler, par contre, il ne faut pas lâcher là-dessus, il faut travailler sur les sujets sociétaux. Mais je crois que véritablement, là où en tout cas j'espère que le gouvernement et nos parlementaires arriveront à légiférer, c'est sur l'égalité salariale et véritablement une application de l'égalité salariale. Je crois que là, sur ce point-là, sanctionner des entreprises parce que l'égalité salariale n'existe pas, ça ne les fera pas quitter le pays, elles resteront dans le pays et par contre elles seront obligées, s'il y a des menaces, d'exécuter cette égalité salariale. Sur le reste, je ne me prononcerai pas sur l'ISF, j'ai un avis qui ne sera certainement pas celui de la salle. Je souhaite juste qu'effectivement il y ait une évaluation sur l'ISF pour qu'on puisse voir le retour que récupèrent les entreprises de cette suppression de l'ISF. Merci. Je voudrais juste dire que effectivement la loi sur l'égalité des salaires
date de 1972 en France. Simplement pour vous donner un exemple, comme quoi il ne suffit pas de faire une loi pour que dans les faits, finalement, les choses évoluent. Il faut également qu'il y ait une participation de tout un chacun. Voilà. Simon, et puis vous, madame. Bonjour à toutes et à tous. Donc Simon, je suis étudiant en droit. Je suis référent des Jeunes avec Macron du Gard. Et j'aimerais reprendre quelque chose qui a été dit plusieurs fois, en fait, qui revient dans toutes les interventions, mais c'est que aujourd'hui, la question qu'on se pose, je suis désolé, je vais être un tout petit peu long, mais je vais réduire mon propos, c'est la place des femmes dans la société. Moi, je trouve scandaleux et impressionnant que le 8 mars 2019, au XXIe siècle, on se pose cette question. On ne devrait plus avoir à se la poser. Je trouve ça impressionnant. Et là où je veux venir sur les propos qu'on a eus avant, c'est qu'il faut arrêter de se poser la question de la place des femmes dans la société. Elle est acquise. Et vous, madame, vous l'avez dit, les femmes sont égales en droit les femmes sont égales en droit avec les hommes. Point. Par contre, c'est la question de la place des gens qui ne respectent pas cette égalité qu'il faut se poser. C'est là où vous parliez, madame, de l'éducation, des gens qui ne vont pas respecter, qui ne vont pas respecter la loi, qui ne vont pas respecter la loi sur l'égalité des salaires, qui ne vont pas respecter les autres dans les violences physiques. C'est la place de ces gens-là dont il faut se poser la question. L'égalité homme-femme, aujourd'hui, elle doit être acquise pour tous. Et c'est ceux qui ne la respectent pas où il faut vraiment se dire, mais qu'est-ce qu'on fait contre eux dans la société? Je sais que c'est un avis un peu tranché, mais à mon avis, c'est comme ça qu'il faut qu'on se mette à réfléchir. Parce que tant qu'on continuera à réfléchir en se disant quelle est la place des femmes dans la société, ce débat, il ne pourra pas avancer. Il faut se dire que cette place, elle est acquise. On n'a plus à se poser cette question. Voilà. Merci. Bravo. Ah, mais non, moi j'en ai deux. Merci Simon. Il y avait une dame, je vous passe. Voilà, je voulais juste dire que tout ce qui a été dit là, c'est très vrai. Je crois que monsieur, en effet, il faut inverser justement ces rapports, ou justement peut-être, parce que vous disiez en effet peut-être apprendre justement à celui qui bat qu'il ne doit pas battre, hein, et parce qu'il faut peut-être dire aussi que c'est du pénal, hein, que c'est un crime, hein, et quand on dit ça, généralement, ça fait un peu plus peur. Donc c'est vrai qu'il faudrait peut-être faire des publicités, etc., un peu plus, en effet, et arrêter ces journées, en effet, parce que notre place est prise, sincèrement. Je suis d'accord avec vous, parce que moi, la femme si on devait élire une femme, je disais que Madame Merkel, qui avait fait rentrer les migrants, je pense que les femmes, au niveau émotionnel, je suis persuadée que c'est elles qui sauveront le monde, sincèrement. Ensuite, j'entends beaucoup parler d'économie à chaque fois. Moi, j'aime bien un économiste qui est Éloi Laurent, qui est à Harvard, je pense, aux États-Unis. Et lui, il nous dit toujours que les économistes, c'est un peu des leurs, parce qu'on nous calcule toujours en coût. Et j'allais dire, et si on calculait un petit peu en qualité plutôt qu'en coût? Je ne sais pas, c'est vrai qu'on parle de ces femmes, en effet, qui sont précaires, qui ne trouvent pas d'emploi, bien souvent, etc. Pourquoi ne pas aussi rémunérer ces femmes qui sont à la maison, qui font de l'éducation de leurs enfants, leur redonner une place qu'elles ont aussi? Pourquoi pas penser à cette idée de rémunération? Pourquoi pas? Parce que je pense qu'elles font un gros boulot, elles aussi. Il y a peut-être aussi des choses à repenser si on parlait non plus en coût, mais en qualité, en qualité de ce qu'on veut, aussi bien environnemental que etc. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, madame. Moi, je voulais simplement dire, je suis d'accord avec vous sur beaucoup de choses, oui, d'accord. Je voulais simplement dire que la femme, elle doit faire sa propre place. C'est tout. Moi, la dame qui a parlé que la fille, on l'a traitée comme ça, mes petites filles, moi, je les juge comme un garçon. Enfin,
je les coucoune pas. Hein. Il faut qu'elles se débrouillent. Hein. Si elles ont envie de monter aux arbres, je les pousse à être au contraire autonomes. J'ai vu qu'il existait maintenant un sport anti-violence pour les femmes, enfin pour n'importe qui, le Krav Maga. Eh ben, qu'elles s'y mettent à savoir un peu se défendre parce que c'est utile. Hein. Moi, à 14 ans, j'étais poursuivie par, quand je montais à mon lycée à minuit, par plein de bonhommes. Là, je changeais de trottoir avec une valise très, très lourde. Ils me suivaient, et ainsi de suite. Je peux vous dire que j'usinais, hein, et j'étais prête à lever mon pied. Hein, mais ça peut être utile, je trouve, à l'heure actuelle. Et compte tenu de ça, il y a aussi l'indifférence des gens face à une situation. Je crois que c'est en train de bouger, là, maintenant, et il est grand temps. Hein, parce que moi, j'ai réagi une fois dans un train, mais les bonhommes, ils étaient assis, rien, ça regardait, comme ça, là. Et moi, j'ai été secouer le bonhomme en lui disant, mais laissez-la tranquille. Et une autre femme m'a aidé. On n'a pas eu besoin d'appeler le contrôleur. Mais après, je leur ai dit, vous êtes quoi là? On dit que l'homme, c'est bon, vous avez un service 3 pièces, vous n'en avez pas du tout. Hein. Face à des situations comme ça, il faut agir. Hein. Moi, j'ai à dire autre chose. Par contre, ce qui me fait vachement rigoler là, c'est voter contre la fessée. Qu'est-ce qu'elle fait, une fessée? Une fessée, une bonne fois. On punit différemment, piquer, ainsi de suite. Mais une bonne fessée un jour, ça vous remet les pendules à l'heure. Hein, parce que ça fait pas mal, une fessée. Il y a des endroits du corps qu'il ne faut pas toucher, la face, bon, tout ça, parce que ça a de l'importance. Mais une fesse, mon ami... Bon, d'autre part, moi, je me suis battue dans mon boulot. J'ai connu le harcèlement, hein, j'ai connu des machos, des misogynes. Bon, si on n'a pas un petit peu de personnalité, si on ne veut pas faire bouger, ben, se faire d'abord respecter et faire bouger quand c'est le besoin, bon, eh ben, on fait autre chose. Que la femme ne puisse pas travailler. Moi, je veux dire quand même qu'une femme, même d'un milieu un petit peu difficile, elle a des aides, bon sang, si elle veut faire des études, des trucs comme ça. Mais je ne comprends pas, la fille elle doit vouloir faire sa place dans la société pour pouvoir grandir. C'est le propre des parents de dire, bon, ben, fais pas mieux que moi, comme on a entendu notre génération, mais trouve ta place. Il y a plein de choses, moi, qui me choquent. Moi, l'égalité homme-femme, au niveau salaire, ça, ils seront difficiles, certains à déloger. Hein. Mais qu'on la fasse dans l'éducation de l'enfant, qu'on la fasse dans la rue, s'il faut, si on n'est pas respecté. Moi, j'ai même vu le même exemple dans Alès. Il y avait un gars qui allait voler. Ils étaient tous assis à un comptoir, à un bar, là. Personne n'a bougé. Moi, j'ai poursuivi le gars. Après, on m'a dit, mais attends, il est peu dangereux, mais il ne faut pas avoir peur. Et j'ai crié à une autre, appelle la police est arrivée, ils l'ont coffré. Hein. Bon, voilà. Merci, madame. Je pourrais en dire plus, mais je me tais. Allez, on va poursuivre. Madame, vous vous levez là pour les besoins. Ça marche. Voilà, merci. Bonsoir, je m'appelle Anne, je suis une nouvelle arrivante donc dans la région et dans le département. Bienvenue. Avant, j'étais dans le sud-ouest et j'ai milité pendant de très longues années auprès de Cap 21 et de Madame Corinne Lepage, donc c'est pour me situer un petit peu. Excusez-moi, après ce témoignage, je vais revenir sur des choses peut-être un petit peu différentes, enfin, sans transition, ils disent dans les médias. Vous avez dit, Madame la députée, en entrée, en introduction, qu'il faudrait inverser les choses. S'il y a un domaine où on sait qu'il faut absolument inverser les choses, ben, c'est celui de l'environnement. Vous avez dit aussi que les femmes étaient très
plus sensible, plus pragmatique et peut-être aussi plus soucieuse de ce qu'on va laisser aux générations futures. Alors, ça semble maintenant une évidence, même s'il n'y a rien qui est vraiment mis en œuvre, ça semble une évidence qu'il va falloir arrêter de produire plus pour gagner plus, pour consommer plus, pour produire plus de déchets et recommencer. Mais qu'il va plutôt falloir commencer à consommer moins pour polluer moins, pour faire moins de déchets et pour au final peut-être vivre mieux, même si ça doit passer par gagner moins, parce que c'est pas forcément lié justement. Alors bien sûr, présenté comme ça, c'est une proposition beaucoup trop générale et on sait très bien qu'on ne peut pas forcément inverser tout du jour au lendemain, même si on sait qu'il y a urgence. Par contre, vous avez demandé de faire des propositions. Moi, j'en aurais des centaines de propositions, mais je vais juste poser 2 questions à titre d'illustration. Par exemple, encore hier, j'étais dans une boulangerie, on m'a servi un pain que j'ai demandé découper, on me l'a servi dans un sac en plastique. Pourquoi y a-t-il encore des sacs en plastique? En Allemagne, ça fait 30 ans qu'il n'y a plus aucun sac. Il n'y a même plus de sac du tout, ni en papier, ni en plastique. On arrive avec son sac de course et on part avec son sac de course. Pourquoi en France, alors qu'on connaît le problème depuis 20 ans, il y a encore des sacs en plastique? Vous n'allez pas me dire que ça, c'est un problème compliqué. Pourquoi? Voilà, c'est une question que je vous pose. Pourquoi? Il n'y a quand même pas un lobby du sac en plastique à Bruxelles qui... Non, pas... Si? Bon, voilà, ça, voilà. Là, nous, on est... Voilà. Nous, on peut faire des efforts, mais là, parce que j'ai demandé à la boulangère, je lui ai dit pourquoi. Alors elle me dit, parce que vous comprenez, le sac en papier, il va me coûter 75 centimes et que le sac en plastique, il va me coûter... Enfin, j'ai dit n'importe quoi. Il y en a un qui est plus cher que l'autre. Donc logiquement, là, la loi de l'offre et la demande et du marché et du profit fait que c'est le sac en plastique qui va gagner. Et là, c'est quelque chose où il faut que les politiques régulent. Et c'est pas compliqué. En tout cas, ça ne devrait pas l'être. Et là, il faut vraiment faire quelque chose. Deuxième question, mais j'en aurais des centaines comme ça. Je vais juste en prendre 2 parce que je ne veux pas tout monopoliser. Ça fait des années qu'on parle du poids des cartables des enfants qui vont à l'école. Et que ça crée des problèmes dorsaux, lombaires, machin. Ça pose tout un tas de soucis. Ça fait 20 ans que les liseuses électroniques, ça existe. C'est moins cher, ça ne pollue pas, ça pèse 20 grammes, et on en met autant qu'on veut dessus. Ah si, je vous assure, techniquement, ça pose aucun problème. Pourquoi n'y a-t-il pas des liseuses électroniques dans toutes les écoles, pour tous les écoliers qui n'auraient plus qu'à trimballer que leurs cahiers, mais plus leurs livres? Merci. Eh bien, pourquoi l'éducation nationale n'en veut... Non, mais il y a un moment... C'est pas, je ne parle pas de tablette, je vous parle de liseuse. Voilà. Non, pas du tout, justement. Voilà, donc c'était 2 questions, j'en aurais des centaines comme ça, mais je m'en reste à 2. Merci. Parce qu'il faut rester très concret, très pragmatique, et à mon sens, pas toujours dans des grandes considérations, il faudrait tout changer, il faudrait que ce soit tout autrement. Mais quand il y a des choses simples, faciles et faisables, on a le droit de demander pourquoi elles ne se font pas. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci madame. Je vous en prie. Monsieur, allez-y. Oui, bonsoir. Nabil Kadri, je suis animateur d'un comité local de La République En Marche. Je voulais intervenir concernant l'égalité salariale femmes-hommes, où un élu est intervenu tout à l'heure en vous demandant, Madame la députée, de faire remonter pour qu'un texte soit éventuellement mis en place. Je rappelle qu'une loi vient d'être, tout récemment, les hasards de calendrier font qu'une loi vient d'être mise en place depuis le 1er mars, donc par Madame la ministre, Muriel Pénicaud, concernant cette égalité, puisque l'égalité, elle ne se décrète pas, si malheureusement il n'y a pas de... C'est la loi Avenir Professionnel, la loi en question, qui est en application depuis le 1er mars, puisque donc, elle ne se décrète pas. Si on demande aux entreprises de mettre en place une égalité femmes-hommes, elles ne le font pas. Et donc il y a une sanction qui est mise en place. Pour l'instant, elle ne vise que les entreprises ayant plus de 1000 salariés, où ils auront dorénavant une obligation de résultat, et ils devront publier leurs efforts, les efforts qui ont été faits ou pas, et elles seront sanctionnées dorénavant avec une sanction de 1% de la masse salariale. Donc par ce biais-là, elles préféreront donner une égalité de salaire femmes-hommes plutôt que de donner cet argent au trésor public. Donc ça commence, et des choses sont mises en place, notamment avec... Marlène Schiappa qui a pris ce problème à bras le corps. Donc des choses sont faites. Il n'y avait jamais rien qui avait été mis en place précédemment. Donc ça avance, en espérant qu'on y arrive. L'objectif étant 2022. Voilà. Merci monsieur. C'est à vous.
Oui, alors je voudrais rebondir à ce que disait Madame Génarez, qui est présente. Bonjour. Ça nous conduit en fait à réagir sur un tas de choses que vous avez dites. Alors, d'abord, du coup, je suis pas dans l'invective, on m'a dit de pas le faire, mais un peu quand même. Je croyais qu'on était là pour parler des femmes, déjà. Voilà. Comprendra qui voudra. Ensuite, est-ce qu'on est vraiment là pour faire de la philosophie ou plus pour faire un vrai débat sur des vraies mesures? Alors j'entends monsieur qui parle de quelque chose de concret, madame Génarez qui parle aussi de quelque chose de concret. On n'est pas là, je crois, je ne suis pas là pour définir quel est le débat, mais les revendications post-matérialistes, elles serviront surtout pas la lutte. Non, on peut parler de lutte, enfin, le mot est un peu connoté, certains se reconnaîtront dedans. Comment dire, la place des femmes, elle est définie, comme l'a dit M. Rossini tout à l'heure. Oui, la place des femmes est acquise, mais la question, c'est pas on discute pour savoir quelle est cette place, c'est donner les moyens aux femmes de pouvoir revendiquer cette place. Et ne le prenez vraiment pas personnellement, mais il est très difficile pour moi en tant qu'étudiant de concevoir. Donc en tant qu'étudiant, je vais rajouter ma petite sauce précaire, évidemment, on est des étudiants. Tout à l'heure, j'entendais parler de la retraite avec le monsieur qui est maintenant parti. Comment il est possible pour moi de comprendre que quelqu'un qui est donc député, qui a une condition sociale et économique concrètement confortable, puisse s'emparer de la question donc matérialiste de la condition féminine? On parle de femmes donc qui, effectivement, tout à l'heure, M. Suot disait il y a une famille sur 4 qui est une famille monoparentale et 96% de ces familles, dans le Gard en tout cas, le parent est une femme. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va là, comment dire, qui s'empare des questions sociales du peuple au final? C'est des gens qui ne sont pas, sans vous reprocher ça. Après tout, si je pouvais moi être député, je souhaiterais l'être. C'est quelque chose qui a l'air intéressant comme position, pas pour l'argent, je veux dire. C'est-à-dire que je suis pas sûr d'avoir entendu beaucoup de questions auparavant, alors je me permets de faire une petite tirade comme tout le monde permet. Alors, on va le laisser terminer. Non, c'est-à-dire que je connais personne ici, à part Simon Rossini, Madame Génarez et Monsieur Suot qui sont partis. C'est-à-dire des personnes aux opinions assez diverses. Tout ce que je dis, c'est que la question des femmes qui devrait être soulevée, Madame, je crois que c'est une question matérialiste. C'est-à-dire pas au sens matérialiste qui va de façon parallèle au capitalisme. La question est matérialiste, c'est-à-dire sa position sociale qui est définie par sa capacité à s'émanciper elle-même du carcan social. Vous voyez ce que je veux dire? Non, bon, c'est pas grave. L'an passé, je suis allé à une conférence. Non, mais l'an passé. Non, mais c'est bien, parce que du coup, ça témoigne un petit peu du problème réel. L'an passé, j'étais à une conférence de Françoise Lhéritier sur comment dire, la condition féminine, et c'est intitulé « La domination masculine est historique et pas biologique ». Voilà. Et on a passé 1h30 à écouter la thèse de cette personne, qui est une sociologue de renom, que je respecte énormément. Et au final, est-ce que j'ai eu la sensation qu'on n'avait rien fait avancer? J'entends aucune proposition, j'entends même des invectives. Tout à l'heure, monsieur a parlé des gens qui sont partis, des gens de la CGT. Là. Est-ce que ces femmes-là qui sont venues parler de leur réalité matérialiste, de leur réalité sociale, quand elles savent qu'elles ne sont pas entendues, pourquoi est-ce qu'elles resteraient? C'est la question que je vous pose. Hein. Mais là, on n'est pas. Justement, on ne fait pas de la philosophie, on ne fait pas de la poésie. Il n'est pas question de. Ce sont des choses plus réelles. Et comme ces gens ne sont pas entendus, regardez, moi c'est de la philosophie, c'est des propositions de 2 lignes. Là. Qu'est-ce que vous croyez que ça va devenir? Oui, monsieur, voilà, terminé. Non, alors, tranquillement votre propos. Une proposition, moi je me destine à être enseignant. Vous interpellez, vous avez raison. Je me destine à être enseignant, je vais vous dire, revalorisation des services publics, l'argent qui va au bon endroit. Tout à l'heure, j'ai répondu aussi à cette grande enquête là dans la gare de Montpellier avant-hier, justement, j'ai pris fiscalité et voilà. Et quel service public fallait-il réduire? Et on proposait services publics. Non, la condition des femmes, elle dépend des services publics, comme la condition des hommes. En fait, pardon? Oui, voilà. Et quand on est sur ces questions-là, on fait de la philosophie là. C'est pas bon. Il y a des vrais problèmes pour permettre à la femme de s'émanciper de sa condition, pour acquérir sa vraie place. Voilà, et je veux dire, vous dites que vous ne comprenez pas, je pense que vous ne voulez pas comprendre. Ah oui. Non, mais voilà, la question de la femme est matérialiste. On n'est pas là pour faire de la philosophie ou de la poésie. Vous voyez, on a tous des valeurs, c'est sympa, mais il faut peut-être se poser des bonnes questions. Vous voyez.
Après, si c'est pas clair, tant pis, mais comment dire? Non, mais votre propos est très clair, monsieur. Mais je pense que dans le respect d'un débat, il faut prendre en compte que tout le monde n'a peut-être pas la même notion du débat, ni de la pertinence des propos. Et ce que vous appelez philosophique est tout simplement peut-être une réflexion que la plupart des personnes se font. C'est votre vision, je la respecte. Et vous avez tout à fait le droit de penser que seules les choses concrètes ont de l'importance. Le monde n'est pas fait que de concret, à mes yeux. Donc c'est vrai que peut-être que mes propos paraissent un peu philosophiques, mais peut-être parce que ce qui vous nourrit l'âme, le cœur, vous donne envie de vivre et d'aller plus loin, c'est autre chose qu'un compte en banque, c'est autre chose qu'une matérialité. Ensuite, vous m'avez interpellé sur ma légitimité de parler de ces choses-là. Je n'ai pas exprimé ce que je suis, mais ça fait que 2 ans que je suis députée. Avant d'être députée, j'étais une infirmière, j'étais mère célibataire, j'ai élevé seule 2 filles qui ont 20 et 26 ans maintenant. J'ai connu la galère, j'ai connu tous les problèmes des familles monoparentales. Je peux vous en parler pendant des heures. Je sais exactement ce que vivent ces femmes qui sont sur les ronds-points pour l'avoir vécu. Voilà. Donc, alors, je ne sais pas si j'ai une légitimité ou pas. J'ai connu la violence. J'ai eu un ex-compagnon qui m'a battue. Donc, je peux également en parler. Et j'en parle, vous voyez, de façon très tranquille. Parce que je pense que c'est quelque chose pour lequel il faut prendre la parole, qu'il faut exprimer, qu'il faut cesser de cacher au fond de soi. Voilà, donc je pense que je suis légitime pour parler de ces sujets-là, mais je pense que M. Générès est tout autant légitime que moi pour en parler et pour animer ce débat, parce que c'est le problème de tout le monde, et que ce n'est pas un problème qui se résout uniquement avec des réponses matérielles, bien qu'elles soient totalement essentielles. Vous avez parfaitement raison. Tant que nous n'aurons pas une autonomie, tant que nous n'aurons pas une égalité économique, nous ne pourrons pas effectivement être à égalité dans la vie. Cela, je le partage totalement également comme point de vue. Mais il n'y a pas que ça. Et tant qu'il n'y aura que cela, on n'avancera jamais. Parce qu'il y a tout le reste. Et tout le reste, c'est le plus important, finalement. C'est peut-être un peu philosophique, mais c'est mon point de vue. Voilà. Donc, je laisserai la parole. Excusez-moi, je sais pas. Je veux quand même noter que on n'a pas beaucoup de jeunes avec nous, et donc c'est bien, c'est vraiment super que vous soyez venus, et c'est super tout le temps de voir des jeunes qui s'investissent et qui ont envie de participer et de donner un point de vue. Donc c'est quelque chose qu'il faut noter malgré tout. Merci. Merci de le signaler, parce qu'effectivement, vous êtes quelques jeunes, et dans les grands débats, il y a très très peu de jeunes, donc je vous remercie, et puis je le répète, je respecte vraiment votre point de vue. Voilà. Donc, en futur enseignant, je trouve ça très bien, et je t'encourage à le réussir, et j'ai des petits-enfants, et je te les confierai. Mais je t'observerai quand même, parce que faut être prudent. Parce qu'on a suivi des longues études aussi, et donc bon, on a parlé d'Aristophane, et plus près de nous, on a écrit « La société a besoin d'esclaves ». Je ne pensais pas dire ça, hein. C'est Aristophane qui m'a inspiré, c'est la loi de Dieu. Et c'est sous le siècle des Lumières, je crois, que Voltaire a dit ça. Et cette dame-là parlait de ses petits-enfants. On ne les détermine pas comme ça, nos futurs enfants. Moi, j'ai des enfants, j'ai une fille, plus âgée que la vôtre, et des petits-enfants, 2 filles. Et il y en a une qui sait très bien ce qu'elle veut. Si elle veut jouer au soldat, elle joue au soldat. Elle joue aussi beaucoup à la poupée. Et elle aime beaucoup le rose. Il ne faut pas croire que la société, notre environnement, ne conditionne pas nos enfants autrement que ce qu'on voudrait nous les conditionner. Voilà, je vais aller vite parce que j'aurais qu'une question à poser, une proposition peut-être qui m'est venue. Moi, je pense que l'évolution de la condition de la femme, en une ligne, ça peut être positif aussi. N'ayons pas qu'un discours que régressif. Voyons nos mères, ma mère, comme elle a vécu pour ses 3 enfants, et voyons nos épouses, ce qu'elles connaissent, et nos petites filles, ce qu'elles connaîtront, grâce à ce qu'enseigneront nos futurs enseignants, j'espère. Moi, j'ai une approche plus positive que régressive, comme je le vois là. Ensuite, l'égalité, c'est quoi? J'entends beaucoup égalité, égalité, égalité. Bon, on ne va pas faire de philosophie, ça agace notre enseignant. On a écrit l'esprit d'égalité extrême, je vais être fidèle au mot, conduit au despotisme d'un seul. Il faut être prudent avec les mots.
l'égalité, surtout entre hommes et femmes. Ce que je voudrais savoir, et c'est la question que je vous pose, il y a longtemps qu'on travaille sur l'égalité, entre guillemets, puisque je mets des réserves, entre l'homme et la femme. Je voudrais savoir ce qui est le plus difficile. Vous êtes élu, largement en capacité d'imposer les textes, largement notre société, notre environnement conditionne l'homme par le pouvoir qu'il détient à agir sur nos femmes, sur les femmes, pas comme il le devrait. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on est élu? De faire passer la force du droit, puisque vous votez la loi, ou de faire évoluer les mentalités, les mœurs? Où est votre difficulté la plus forte que vous rencontrez? Maintenant, sur les textes, les égalités, mais il y en a plein. Je suis dans un service public depuis longtemps. Je ne devrais pas le dire, c'est les finances publiques. Les finances. Une épouse dans toute la fonction publique qui suit son conjoint. Loin. Ça a été manquant. Très loin, dans le Pacifique. Le mari déroule des carrières, occupe des postes, a des revenus. L'épouse se met en disposition, à la disponibilité, c'est le terme, suit son mari, n'a pas de travail dans le Pacifique et ailleurs. Toutes ces bonifications dont bénéficient ces fonctionnaires, l'épouse en disponibilité n'a rien. Elle perd 4 ans, 5 ans dans la fonction publique, dans l'enseignement, en restant 10 ans. Les bonifications, si on est dans le Pacifique ou ailleurs, faites quelque chose pour ces femmes, afin, simplement, sans réfléchir, sans être élu, il y a un partage des bonus, hommes-femmes. Ce que j'ai eu, que je le partage avec mon épouse, qui souvent est devenue ex-épouse. Merci, madame. Merci, monsieur. D'autres interventions? Oui, là. Et Simon. Bonsoir, je suis Christelle Ramière. Je viens ce soir parler au nom de toutes les femmes de ce pays. Et, seulement pour rebondir tout à l'heure, quand vous avez parlé des femmes qui étaient victimes de leur conjoint ou de leur ex-conjoint, personnellement, j'ai pu le vivre à travers ma sœur. Aujourd'hui, on parle de la place des femmes, on dit qu'elle est acquise dans la société. Selon moi, pas au sens de la loi. Parce qu'on parle de féminicide, mais il n'y a pas de loi qui reconnaît en France le féminicide. On parle des enfants, à juste titre, ce sont les plus souvent ceux qui sont touchés. Ma sœur avait un fils, il s'est retrouvé seul. J'ai à sa charge, du coup, je l'ai à charge, mais quand cela s'est passé, il n'y avait rien qui était là pour lui, aucun dispositif, alors qu'on sait que dans le Nord, il y a des dispositifs qui sont faits dans certains hôpitaux. Et je pense que il faudrait qu'il y ait une revalorisation de la femme et de la place de la femme, mais que ça passe par la loi et que ça passe par des dispositifs, par des aides. Ma sœur a fait ce qu'elle a pu. Elle a porté plainte. À juste titre, elle se sentait menacée, mais rien n'a été fait pour elle. Juste prendre sa plainte, jusqu'à arriver au jour où elle n'a plus parlé, plus être là, ni pour se défendre, ni pour son fils. Voilà. Merci infiniment pour ce témoignage très très fort. Et je voudrais vous apporter tout mon soutien pour cette lourde responsabilité que vous avez prise de prendre en charge l'enfant de votre sœur, qui en plus de la douleur que vous avez d'avoir perdu votre sœur dans de telles conditions, vous rajoute une responsabilité auquel on ne peut jamais être préparé. Et je voudrais quand même faire le parallèle avec, justement, c'est vrai que rien n'était fait et que cette difficulté de déposer des plaintes où personne ne vous écoute, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé au niveau de la loi, justement, pour l'améliorer. Mais il y a encore énormément à faire. Et donc, je montre madame tout à l'heure qui parlait au nom du CIDFF, qui justement
qui amène cette formation en avril au nom de toutes les forces de l'ordre, police et gendarmerie et travailleurs sociaux, pour qu'ils soient capables d'avoir les outils qui leur permettront de détecter réellement ce qu'il en est, de réaliser que lorsqu'une femme vient déposer plainte, ce n'est pas pour perdre son temps ou pour ennuyer la police, ou que c'est une de plus qui vient se plaindre, etc., mais qu'il y a réellement une alerte. Et j'espère que la douloureuse histoire que vous avez vécue, grâce à ce type de formation, finiront par devenir des exceptions et que de moins en moins de femmes auront à subir cela. Merci de votre témoignage. De rien. Mais je voulais juste rajouter par rapport à tout à l'heure, un monsieur qui est intervenu en disant que ça concernait tout le monde et que les principaux, les acteurs de violence devaient être... qu'il devait y avoir quelque chose aussi. Ça ne dépend pas non plus des catégories sociaux. Le meurtrier de ma sœur était policier. Ma sœur a dû aller porter plainte contre lui à la police avec ses collègues. Donc quand elle fait venir la gendarmerie chez elle et qu'on lui dit « Vous êtes de la maison, qu'on ne vous revoit plus », et que ma sœur, elle entend ces paroles-là et que rien n'est fait, il y a vraiment ce problème de la plainte, de l'effort que fait une femme d'aller porter plainte. Et il faut penser aussi à ces femmes qui sont victimes de ces compagnons qui ont des places bien dans la société, qui sont un policier, un gendarme, qui peut être un député, qui peut être un homme de loi, n'importe. Et voilà, il faut vraiment pouvoir, je pense, réfléchir à des dispositifs pour que ces femmes-là qui font ce pas d'aller porter plainte, d'aller dire ce qui se passe, soient suivies et qu'il y ait un encadrement plus que ce qu'il y a à l'heure actuelle qui est pas grand-chose. Oui, et vous soulevez tout à fait le problème, effectivement, qui rejoint la question qu'a posée monsieur tout à l'heure. La loi peut amener quelque chose, mais comment faire pour changer finalement les comportements de société? Et ça, la loi ne suffit pas. Il faut beaucoup plus de choses derrière. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il y a l'éducation, c'est certain, qui joue un rôle. Il y a également les réseaux sociaux, les médias dans notre époque, qui sont importants. C'est pour ça que la proposition de madame tout à l'heure, je trouvais, était quand même... personnellement, je l'ai trouvée excellente, de médiatiser cela pour mettre le haro, justement, ce qu'on appelle en anglais le name and shame, voilà, sur ces personnes qui agissent ainsi, pour montrer que ce n'est pas normal et que cela existe, surtout parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas. Il y a eu cette libération de la parole qui permet à des femmes qui ont subi cela, ou qui connaissent des personnes qui l'ont subi, de s'exprimer. Et ça change les choses, parce que dans les gendarmeries, dans les commissariats de police, ils relèvent qu'il y a une énorme augmentation de plaintes. Non pas parce qu'il y a davantage de femmes battues, mais parce que tout simplement, elles osent désormais faire la démarche. Et devant ce mouvement, même dans ces milieux, ils sont interpellés. Ensuite, le cas de votre sœur était très particulier, mais finalement, je ne vais pas dire pas tant que ça, mais c'est un cas, comme vous dites, il n'y a aucune catégorie sociale qui est épargnée, et il n'y a pas de raison que même dans la police même également, il n'y ait pas des personnes qui agissent ainsi, et c'est d'autant plus grave. Et ça doit être encore plus marqué et signalé, effectivement. Oui, parce que je voulais, juste pour rebondir, ma sœur n'a jamais été victime de violence conjugale. Il n'a jamais passé à l'acte, il ne l'a jamais tapé. Et c'était du harcèlement. Et il y a toute forme de violence. Il n'y a pas que la violence physique. Et malheureusement, on attend toujours que ce soit trop tard pour agir, quand on agit. Merci beaucoup. Madame ? Peut-être. Non, allez-y. Alors j'avais un sujet un peu plus léger. Ça fera peut-être une transition. Donc Karine Soriano, donc je suis entrepreneuse. J'ai créé la société Créalise. Je voulais parler ce soir des réussites. Alors quand on fait un débat, c'est bien aussi de partir de l'existant, de faire un petit état des lieux. On a parlé des choses qui n'allaient pas. Et j'aimerais bien ce soir aussi qu'on parle de ce qui va dans la position de la femme. Effectivement, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, je n'ai pas retenu votre nom, désolée. Je trouve qu'il y a, moi en tout cas, de ma génération, je n'ai pas du tout souffert des
de ma position de femme. Alors je remercie ma mère pour ça. J'ai eu la chance de faire des études aussi, ce qui aide. Et je voulais m'adresser à l'étudiant. Il faut savoir que quand même, on a une grande chance en France. Il faut savoir que 50% des étudiants sont des étudiantes dans le supérieur. Donc si ça continue à évoluer comme ça évolue, dans les postes de direction et les postes, comme on dit, entre guillemets, de pouvoir, l'avenir fera que, et comme on a dit, sa place, je pense aussi qu'il ne faut pas demander sa place, il faut la prendre. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. On poursuit ce débat avec vous, madame. Là, vous aviez demandé... Quelqu'un l'avait demandé avant ? Non, oui. Bonsoir à tous. Mademoiselle, c'est super. C'est super, je suis bien contente pour vous. Mais effectivement, moi, je vais peut-être un petit peu casser l'ambiance. Mais pourquoi pas aussi. Merci beaucoup pour... Moi, je voulais dire en préambule, avant la question que je voudrais poser, rappeler qu'aujourd'hui, bien sûr, c'est la journée des femmes. Mais il ne faut pas oublier, je voulais le lire, hein, que le 8 mars, ça a d'abord été le 19 mars 1911. Peut-être quelqu'un s'en rappelle, et par l'histoire. Et c'est un an après l'adoption à Copenhague, par 100 femmes socialistes venant de 17 pays, de la proposition de Clara Zetkin, je ne connaissais pas, mais peut-être pas beaucoup de monde, et Alexandra Kollontai, instituant une journée internationale des femmes. Déjà. C'était en 1911. Dans plusieurs pays d'Europe, là, il y a eu des millions de personnes qui ont manifesté pour le droit de vote, le droit au travail, la fin des discriminations. Donc, je pense au 8 mars 2019, où moi, personnellement, je suis assez contente de voir que certaines femmes ont réagi pour une précarité qu'elles reçoivent tout le temps, et elles ont eu écoutez, elles ont eu la force de mettre un gilet jaune, pour le dire. Beaucoup de femmes qui ne gagnent que 900 € par mois. Et il faut voir un petit peu, c'est quand même extravagant, parce que la plupart de ces personnes, maintenant, où on va avoir besoin de plus en plus de l'aide à domicile, c'est le travail qu'elles font. Elles préfèrent travailler que de ne rien faire. Elles demandent de vivre, tout simplement, et de pouvoir vivre avec quelque chose. Et là, quand elles travaillent, un travail forcé, partiel, elles subissent un travail partiel, et en même temps, elles font un temps plein. Puisque quand elles vont 1 heure chez une personne, après pour aller 2 heures chez une autre, eh bien, il faut qu'elles y aillent, et elles ne sont pas payées pendant ce temps-là. Il faut le savoir, ça. Alors, si elles gagnaient 1 300 € par mois, ne serait-ce que 1 300 €, mais elles consommeraient, ces personnes. Elles consommeraient. Elles paieraient peut-être même des impôts. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Voilà, c'est ça. Et moi, je demande qu'on augmente le SMIC. Voilà ma question. C'est tout. Merci pour ce témoignage, madame. Et je ne suis pas applaudie. On poursuit. Vous, madame, et puis vous. Allez-y, madame, je vous en prie. Oui, bonsoir. Je m'appelle Michel. En 2014, je voudrais rebondir sur une histoire. Ah, plus près, merci. En 2014, il m'est arrivé, je pensais pouvoir bénéficier d'une retraite tranquille en couple. Or, je ne m'étais pas rendu compte que je vivais avec un pervers narcissique qui m'a harcelée pendant des années. Et le jour où j'ai voulu partir, il a tenté de m'étrangler. J'ai eu la chance de pouvoir me protéger. Je suis allée à la gendarmerie où j'ai porté plainte. Ma plainte est toujours dans un tiroir. J'ai dormi sur la voie rapide. Un jour, je suis montée à Nîmes, au Cédif, justement. Et j'avais besoin d'un hébergement. On ne m'a rien proposé. Il a fallu que j'aille taper à certaines portes, mes amis. Pendant 1 an,
j'ai vécu à droite et à gauche. Et il existe des services à la gendarmerie où on peut se présenter, être pris en charge, écouter. Ces gens-là manquent de formation et d'information. Je n'avais pas de traces sur la gorge, je ne saignais pas. J'étais simplement désespérée. La personne qui a pris ma plainte était une femme. Elle m'a simplement dit « Oh, mais des insultes, mes parents aussi se disputaient. » C'est resté dans le tiroir. J'ai 72 ans. J'ai repris un travail à tiers-temps. Je suis référente santé dans une entreprise. Des employeurs m'ont fait confiance. Mais j'ai un petit souci. Eh bien, je suis toute seule. Et du coup, mes impôts ont été multipliés par 5. Voilà. Pour mettre un peu de légèreté. Bonsoir, donc je suis Aline Gonzalez, je suis docteur en droit public chargée d'enseignement à l'université. Et juste, je voulais rebondir sur vos propos concernant l'Espagne. Effectivement, l'Espagne a depuis quelques années créé un juge spécialisé dans la violence conjugale. L'Espagne a été très consciente des problématiques auxquelles elle était confrontée et elle s'est dit qu'elle ne pouvait pas rester comme ça et laisser un juge de premier degré gérer tout simplement ça. Donc elle a créé un juge spécifique pour la violence conjugale. Alors peut-être que la France pourrait s'inspirer de l'Espagne et de cette expérience qui marche très bien d'ailleurs parce que les violences conjugales ont quand même beaucoup diminué en Espagne du fait justement de la présence de ce juge. Voilà, merci. Oui, il faut toujours s'inspirer effectivement des bonnes pratiques et c'est ce que nous faisons. Jamais assez vite, je vous l'accorde, mais on s'en inspire beaucoup. Merci. Alors bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc moi je travaille pour une association, la CLED. Je donne des cours de français depuis 25 ans dans un quartier prioritaire. Donc juste pour répondre peut-être aux jeunes là, c'est vraiment une question de philosophie d'être aujourd'hui, de partager cet espace de parole. Et quand j'ai entendu un intervenant parler de Voltaire, j'ai pensé à une phrase qui fait polémique, on ne sait pas trop si c'est vraiment lui qui l'a dite, mais il a dit « Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez exprimer les vôtres, vos idées. » Donc voilà, c'est une question de philosophie d'être là aujourd'hui dans cette mixité intergénérationnelle, dans cette mixité sociale. Et puis voilà, donc moi je voulais aussi, parce que j'ai partagé cette question de la place de la femme avec des habitantes référentes dans un quartier prioritaire. Il se trouve que je travaille dans ce quartier prioritaire depuis 23 ans. Donc j'ai une petite, très modeste expertise que j'ai partagée avec Marlène Schiappa l'année dernière. Et puis participer au livre blanc de la ministre précédente, j'ai oublié son nom. Elle nous avait invités d'ailleurs à partager les propositions sur des thèmes très différents. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans ces quartiers prioritaires, comme dans les centres-villes, vous avez dit peut-être que les lois ne suffisent pas. Et moi, j'ai en tête une phrase qu'une habitante, tu peux lever la main, Rora, peut-être? C'est toi qui l'avais dite, que les lois, c'est bien, mais les rendre visibles, c'est encore mieux. Et comment on peut se les approprier si ce n'est pas ces espaces de vie collective ou que rendent possible les associations. Les associations, que je ne suis pas là pour les défendre aujourd'hui, mais maintiennent des espaces dans les quartiers ou ailleurs avec beaucoup de difficultés. Moi, j'entends cette année que la formation linguistique de base, qui est pour beaucoup de personnes un levier fondamental pour le réinvestir dans beaucoup de projets socio-professionnels, est l'objet d'un appel à projet, alors qu'elle a été financée sereinement, à peu près sereinement, depuis 1998. Et cette année, elle passe en objet d'appel d'offres. Donc je dis, faisons attention collectivement à tous ces espaces que nous rendons possibles, qu'on soit association, acteurs, élus, peu importe, parce que de ces espaces-là, parfois, les déterminismes, ça me nuise. Moi, quand c'était des cours de français classiques d'alphabétisation pour un groupe de féminins. Puis il y a quelques années, parce qu'il y a eu fusion de 3 structures alésiennes, on a pu accueillir des hommes. Et on m'a dit, les acteurs socio-professionnels m'ont dit « Ah mais c'est sûr, ça sera un échec. »
les femmes partiront. Parce qu'il y a des femmes voilées ou pas, mais en tout cas des femmes qu'on dit avec des freins. Des freins qu'elles ont, mais des freins aussi qu'on leur assène, qu'elles n'ont pas. Donc il y a tout un travail dans les représentations. Et pour finir sur quelque chose de positif, donc cette aventure humaine, elle n'a jamais eu autant de dimensions qu'en ce moment, que depuis qu'elle est devenue mixte dans ce quartier des Pré-Saint-Jean, je peux le citer, hommes-femmes, et donc il y a des binômes, une femme de quartier, voilée ou pas, avec un homme, et il y a des ressources comme ça, pédagogiques, échangées, parce que parfois, il y a des gens qui sont lecteurs, mais ne maîtrisent pas l'oral, et puis une dame qui ne sait pas lire, mais maîtrise l'oral. Et j'ai vu comme ça une aventure humaine, une intelligence collective, une ingéniosité partagée, et puis surtout, je suis témoin de mamans qui sont dans des familles monoparentales, pour une majorité, et que dans une société où il n'y a pas d'emploi, où il n'y a plus la centralité de l'emploi, et encore plus qu'on a des problèmes de formation initiale, elles réinventent un ordinaire économique, parce qu'elles ont des bons plans pour nourrir leurs enfants, et elles ont des bons plans pour accéder à la culture. Et j'assiste comme ça, pour moi c'est une leçon pour éviter ce regard unique, pour y voir de la diversité partout. Voilà, merci. J'espère. Merci. Merci, Madame Chalalem. Et je rajouterai quelque chose, c'est à l'ère du numérique aussi, il y a cette exclusion envers laquelle il faut être vigilant, parce que c'est bien de dématérialiser, ça facilite pour ceux qui sont déjà proches de ces ressources-là, mais ça peut exclure. Mais ça aggrave toutes les exclusions, effectivement, et les femmes souvent sont les plus touchées. Bonsoir, je m'appelle Alain. Je voudrais d'abord remercier toutes les femmes qui sont là. Parce qu'avant d'être des femmes, c'est d'abord des mamans. Et quelles que soient les personnes qui sont là, les hommes comme les femmes, leur doivent la vie. C'est une force que vous avez, que nous les hommes ne pourrons jamais avoir. Et je crois qu'au départ, cette inégalité, elle venait de ça. C'est-à-dire que vous avez tout, vous avez le pouvoir. Demain, vous vous arrêtez et le monde s'arrête. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus rien. Et je pense que ce soir, la plus grande chose que je voudrais faire, c'est vous dire merci. J'ai eu la chance d'avoir une maman, comme tout le monde, et un papa qui, lui, adorait les femmes. Mais adorait les femmes au sens noble. Il adorait ma mère. On était 6 enfants. À chaque fois que ma maman, et je pense que ça, c'était une grande chose importante pour les femmes. Il avait déjà ce sens du langage. Ma mère disait, écoute, tu ne veux pas m'aider à faire... Mais je dis, mais je ne t'aide pas. Je ne t'aide pas. Pourquoi je t'aiderais à faire quelque chose? On est une famille, je le fais comme toi. Je fais le bois, je fais le linge. Il n'y a pas à s'aider. Je pense qu'il faudrait commencer à changer notre langage. Il y a des éléments de langage à reprendre. Et ça, je crois que les femmes et les hommes doivent comprendre ça. Cette éducation, elle doit passer par là. Par ce langage qu'on doit tous comprendre. On n'a pas de différence. Il n'y a pas des hommes et des femmes où on est des êtres complètement à part, avec nos valeurs, nos envies, nos capacités physiques qui étaient très importantes à une époque. C'est vrai qu'à la préhistoire, l'homme était chargé de ramener le bout de mammouth, il pouvait le porter. Puis la femme s'occupait de l'intérieur du château, elle le faisait cuire. Mais bon, aujourd'hui, tout ça, ça a disparu. C'est pour ça que les femmes sont... Aujourd'hui, on n'a plus besoin... Il n'y a plus d'écart, de travaux physiques, de choses comme ça. Et je pense que les femmes devraient avant tout penser qu'il n'y a pas à se battre pour être égales. Elles sont bien supérieures aux hommes. Parce qu'elles ont ce pouvoir-là de donner la vie. Et ça, personne d'autre ne pourra vous le prendre. Ça, c'est une chose qui est importante. Je voudrais juste rajouter une petite chose à Madame la députée. C'est qu'on a entendu beaucoup de choses. Et je trouve qu'on perd un peu notre temps à vouloir à chaque fois faire des choses nouvelles. Et j'aimerais savoir quand le gouvernement, quand les pouvoirs publics décideront d'appliquer déjà toutes les lois qui existent. On l'a entendu des tas de fois et j'en ai été témoin. Une femme va à une gendarmerie, va à un commissariat. On ne prend pas sa plainte. On ne prend pas sa plainte parce qu'elle n'est pas morte. Ah oui, c'est sûr, si elle est morte, on va prendre sa plainte. On va attendre qu'elle soit morte. On ne peut rien faire tant qu'elle n'est pas morte. Mais c'est terrible, ça.
Alors pourquoi les pouvoirs publics ne donnent pas des consignes? Pourquoi on ne dit pas, si demain le gendarme refuse de prendre une plainte, prend qu'une main courante, des choses comme ça, il se fait interpeller? Pourquoi ça ne se fait pas? Alors j'aimerais savoir pourquoi on n'applique pas toutes les lois qui existent déjà, et je pense que là, les femmes auraient déjà fait un grand pas. Je pense que les femmes sont vraiment l'avenir du monde, et sont l'avenir de l'homme, mais je crois que tout changement viendra des hommes. Il faut que les hommes comprennent ça. Il faut absolument le faire entendre à tous les hommes. Voilà. Merci, mesdames. Merci pour ce témoignage. Allez, Myriam. C'était juste pour un exemple par rapport à ce que disait monsieur. C'est une phrase que j'ai tirée d'une radio espagnole. Il y a eu toute une histoire d'une jeune femme de 18 ans qui a été agressée par une meute de jeunes à je ne sais quelle feria. Et bon, les Espagnols sont vent debout et elles disent ceci. Elles disent, si on se défend, l'agresseur nous tue. Et si on ne se défend pas, notre plainte n'est pas prise en compte parce qu'on nous dit qu'on était consentante. C'est un petit peu ce que vous dites, hein, à savoir que, comme disait madame, il y a un juge spécial pour les violences conjugales, et pour les violences sexistes, sexuelles, etc., il faudrait également que ça se passe comme ça. Je lisais quelque chose comme, je ne sais plus, c'est un viol toutes les 2-3 minutes en France. Or, il n'y a que 10% des femmes qui portent plainte, et sur ces 10% des femmes qui portent plainte, il n'y a que 10% d'affaires qui ne sont pas classées sans suite. Et c'est de pire en pire depuis quelques années. Or, les femmes parlent un petit peu plus, mais ce n'est pas suivi des faits. Donc, moi, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Si on commençait par entendre et appliquer la loi, il n'y aurait pas besoin de faire des lois supplémentaires. Vous avez tout à fait raison. Oui. Par rapport à tout ça, moi, je ne sais pas si j'ai rêvé ou quoi, mais il y a un service par Internet où on a un flic, enfin, quelqu'un de la police, qui répond et qui prend en considération la femme. Je crois qu'il y a un service comme ça à Rennes. Oui, alors il n'y a pas qu'à Rennes, et puis c'est passé dans la loi en fait. Donc je voudrais quand même justement dire tout ce qui a pu être amené dans ces nouvelles lois. Entre autres, il y a cela. Désormais, on peut déposer en ligne une plainte. Voilà. Et l'intérêt de cela est que la plainte étant reçue de façon numérique, de façon anonyme, quelque part, elle est traitée, on voit que c'est une plainte pour violence sexuelle ou sexiste, et à ce moment-là, la personne est contactée et est mise en relation avec un officier, avec un personnel de l'ordre, soit un gendarme, soit un policier, qui est formé justement à ce type de violence, et qui est donc en capacité d'écoute, et déjà de comprendre et d'accepter cette plainte, et non pas, comme ça a pu être fait dans tant de témoignages que nous venons d'entendre, de façon repoussée d'un revers de la main, en disant c'est du cinéma, mais c'est pas si grave que ça, moi aussi je l'ai déjà entendu, mes parents se disputaient, etc. Voilà, donc on a un personnel qui est formé, qui vous prend votre plainte et qui intervient. Et les lois sont passées l'année dernière, elles sont récentes. On a pu voir, comme je le disais, qu'il y a beaucoup plus de personnes qui font la démarche d'aller déposer des plaintes désormais. Pour les résultats, par contre, il va falloir attendre un peu, mais il est certain que la sensibilisation, elle est à tous les niveaux, même au niveau des forces de l'ordre, même au niveau des hommes et des femmes de loi, qui désormais tiennent compte de beaucoup de choses qui, pour le moment, jusqu'à présent, leur passaient un peu au-dessus de la tête, parce qu'ils n'estimaient pas réellement ça sérieux, enfin ils ne le prenaient pas vraiment en compte. Voilà. Donc moi je suis persuadée que les lois qui ont été mises en place justement vont avoir leur effet, parce qu'elles amènent des solutions pratiques et concrètes. Le harcèlement de rue, par exemple, je crois que c'est à 300 plaintes qui ont été verbalisées, qui vont jusqu'à 750 €. Voilà, depuis qu'on a mis en place la loi contre le harcèlement de rue, c'est-à-dire que lorsqu'une femme va déposer cette plainte et que donc elle est on est en capacité de reconnaître la personne qui l'a agressée dans la rue, eh bien jusqu'à présent c'était quelque chose, mais il fallait même pas en entendre parler. Hein. Vous alliez au commissariat parce qu'on vous avait agressé, agressé verbalement, simplement. Et bien là, il y a une application, il y a eu 300 personnes qui ont été pénalisées et qui ont eu des sanctions allant jusqu'à 750 €. Voyez, donc petit à petit, on réussit à faire changer les choses au niveau de la société. Mais
comme tous les témoignages le montrent, c'est quelque chose qui est profondément ancré. Les femmes ont cette résilience, elles gardent tout pour elles. Les hommes pensent que c'est normal et ne s'interrogent pas, ne se questionnent pas. Et c'est que le jour où, comme vous le disiez, que les hommes verront les choses différemment, dans le sens où voilà, un homme ne dira pas j'aide ma femme à faire la cuisine, mais tout simplement je fais partie de la maison et je fais la cuisine avec ma femme parce que j'habite autant la maison qu'elle. C'est des petites choses comme ça. Voilà, le partage en permanence qui nous permettra de vivre tous ensemble sans que les femmes ne puissent avoir peur de se promener en mini-jupe dans la rue à partir de certaines heures, ou nos filles s'interroger sur ce qui va se passer dans une soirée, ou nous-mêmes en tant que parents nous être travaillés par l'angoisse de ce qui peut arriver à nos filles. Voilà, je ne voudrais pas me prolonger. Je laisse la parole. Merci. Alors, il y a un monsieur qui avait demandé la parole là, un petit peu avant. Une dame, Simon. Alors, on approche au terme quand même petit à petit au terme de ce débat. Ah ben allez-y. Bonsoir, donc Jean-Hugues Gauthier. Je voudrais rebondir un petit peu sur les derniers échanges. Donc justement, il y a un problème d'application au niveau de la loi, mais je pense personnellement qu'il y a aussi un petit problème au niveau de l'éducation, de la conscience en fait, de la société. Quand on s'aperçoit qu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore 27% de personnes qui pensent que c'est de la faute de la femme qui est agressée, sa situation est de sa faute par rapport à un comportement ou une façon de s'habiller. Et pour ma part, je trouve ça grave quoi, de se dire qu'en fait une femme ne peut pas s'habiller comme elle le veut, ne peut pas se sentir désirable sans que quelqu'un n'intervienne physiquement quoi. Voilà. Merci monsieur. Oui, je voulais dire, attendez que je reprenne mes esprits, par rapport à la place de la femme dans la société. Bon, moi, je suis franco-québécoise et au Québec, on ne prend pas le nom de son mari. On garde toujours son patronyme. On a une identité, on la garde tout le long de la vie. Et quand on est marié, qu'on a des enfants, on choisit de donner le nom ou de la femme ou du mari aux enfants. Il n'y a pas d'obligation, c'est juste qu'à partir du moment où on décide de dire que les enfants prennent le nom de la femme, il faut que toute la fratrie ait le même nom. Et ça permet de bien garder son identité en tant que femme et de prendre sa place. Moi, je vois en France, quand je suis revenue il y a quelques années, et que j'ai fait affaire avec un notaire, parce que, bon, suite à une succession de mes parents, il n'a jamais voulu admettre que je ne m'appelais pas avec le nom de mon mari. Il m'a envoyé le chèque au nom de mon mari. Je lui ai dit, mais ce n'est pas mon nom, j'ai pas de compte. Eh bien, mettez-le sur le compte de votre mari. Donc voilà, c'est ça, c'est très compliqué. À l'hôpital de Nîmes, j'ai vécu une expérience très désagréable. Quand j'ai fait ma carte d'identité en revenant en France, j'avais oublié, parce que j'étais jeune quand j'ai quitté la France, je savais pas, en tout cas j'avais mis que j'étais donc mon nom de famille, épouse un tel. J'arrive à l'hôpital de Nîmes, on m'appelle, on me donne mes étiquettes au nom de mon mari. Je dis au monsieur, mais attendez, là, mon nom, c'est pas le nom de mon mari. Ah, mais vous êtes marié, c'est obligatoirement le nom de votre mari. Bon, quand j'ai dû être hospitalisée, je suis arrivée avec mon passeport canadien. Il m'a dit, vous avez rien? Ben non, je dis, c'est le passeport canadien, c'est mon nom, puis il n'y a rien d'autre. Mais c'est un peu mieux. Les banques, c'est pareil. Les banques, ça marche mieux si vous les menacez d'aller au comptoir en face. Ça, c'est toujours plus efficace. Voilà, c'était juste une petite commentaire. Merci. Bonsoir. Comme on arrive un petit peu à la fin du débat, donc je pense que j'avais envie de m'exprimer par rapport à ça, de faire plutôt un constat de ce qui ressort. Et puis comme il faut des propositions, donc c'était pour rejoindre tout ça, je constate en fait qu'on parle beaucoup d'éducation. Donc, ça rejoint, je trouve, beaucoup de monde. Et moi-même, je remarque, je le constate. Et puis, pour rejoindre les formateurs dans l'éducation nationale, je pense que c'est aussi quelque chose d'important, quoi. Ils ont un rôle important, les professeurs, les instituts, vraiment, parce que bon, même si nous parents on a notre rôle dans l'éducation, c'est pas suffisant parce que bon, il y a les clichés, il y a comment on a été élevé, il y a des modèles, donc voilà. Il faut que à l'école, il faut qu'il y ait plus de force, il faut plus de poids. Il y a en Chine des cours, les instituts donnent des cours d'empathie.
aussi. Il y a des enfants qui apprennent on leur apprend à faire le ménage, à nettoyer la classe, garçons, filles, enfin, on ne fait pas de différence. Enfin, c'est des exemples, hein. Gérer les émotions, tout ça, oui. Il n'y a pas de sexe, garçon, fille, tout le monde fait les tâches, pareil, ça se voit dans des autres pays. Dans les pays nordiques, nous, on est très très en retard, je trouve, par rapport à ça, en France, dans ces matières, en fait, dans l'éducation de la vie quotidienne, pour pas faire de différence. Voilà. Ça, moi, je trouve que ça rejoint beaucoup l'éducation, l'apprentissage. C'est ce qui ressort le plus, et il y a un gros manque. Il y a de l'évolution. Merci, merci madame. Nous allons prendre une toute dernière intervention. Bon, alors pour finir, eh bien, je ne résiste pas à vous citer une réflexion d'un pédagogue russe du début du XXe siècle, mais je la livre à votre réflexion, puisqu'il a beaucoup été question d'éducation. Éduquer un enfant, c'est lui donner des capacités de résistance. Et je crois que ça a été dit de diverses manières ce soir, effectivement. Je crois que ça fait vraiment partie de ce que nous devons donner à nos enfants, c'est la capacité de résistance, la capacité de s'affirmer dans la vie, de se faire leur place. Voilà. Et puis, éduquer un enfant, c'est aussi lui donner certaines possibilités. Par exemple, je rejoins monsieur qui a parlé de l'Afrique au début, et en particulier du fait que les femmes, certes, heureusement, sont des génitrices, mais ne devaient pas être que ça. Et par conséquent, on a constaté, mon expérience vient du Burkina Faso, que les femmes auxquelles on avait appris à lire, écrire et compter avaient beaucoup moins d'enfants. Hein, alors ça, c'est déjà une bonne chose. Une autre réflexion, c'était à propos des problèmes que pose l'informatique à certaines femmes dans certains milieux. Eh bien, là aussi, je crois véritablement qu'il y a aussi un effort à faire dans l'éducation, parce que nous vivons avec l'informatique maintenant, nous ne pouvons pas faire tellement autrement, et que qui n'est pas un peu initié au maniement de ces nouvelles techniques sera malheureusement, et on parlait des égalités dans l'emploi, c'est absolument indispensable que les femmes reçoivent aussi cette formation-là. Voilà. Je pense que c'est très important, je la rejoins beaucoup parce qu'elle parle d'éduquer. Et souvent, on dit, les gens ils disent « j'élève mes enfants ». Et je leur dis « que élever ?» Non, je ne crois pas. Je crois que tu éduques aussi. Enfin, j'espère. C'est essentiel. Merci. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce grand débat. Merci à tous pour ces réflexions, ces interventions. Je crois que ce débat, il avait un caractère un petit peu exceptionnel, puisqu'il était placé sous le signe de la journée des droits et de l'égalité hommes-femmes. Merci pour avoir été aussi courtois, pour ne pas... oui, bien sûr. On va donc laisser la parole à France 3. Bientôt se quitter et laisser la parole un instant à François. Merci Annie, vous direz un mot aussi. Hein. Oui, voilà. Juste merci. Un petit mot. Vous voulez prendre la parole avant? Allez-y. Moi, je voulais juste vous donner une information. Je suis Christophe Chassagne, le rédacteur en chef de France 3 Occitanie pour la partie méditerranéenne, l'ex-Languedoc-Roussillon. Je voulais d'abord vous applaudir parce que c'était quand même remarquable la qualité des propos qui se sont tenus ce soir. Je voulais remercier Madame la députée parce que ça n'a pas été du tout coordonné. C'est elle avait organisé cette réunion, ce débat. On vous a demandé il y a une semaine si on pouvait venir, vous avez accepté. Donc merci beaucoup de nous avoir permis d'enregistrer ce débat. Je voulais juste vous dire, mais vous le saviez peut-être, que pendant 2 heures, c'était en direct sur Internet, sur notre site Internet de France 3, et que dimanche matin, de 11h30 à midi, il n'y aura pas l'intégralité parce qu'on n'a pas un programme de 2 heures à cette heure-là, mais on a une demi-heure durant laquelle vous pourrez retrouver la plupart. On va essayer de faire un condensé et de garder la plupart des interventions que vous avez exprimées ce soir. Merci beaucoup à vous. Merci. Oui, moi je voudrais à mon tour vous remercier de l'excellente tenue de ces débats. Beaucoup de choses ont été exprimées et puis peut-être que le sujet s'y prêtait, mais il y avait énormément d'émotions pour certains témoignages, pour certaines expressions. Je retiens plusieurs choses. D'abord, peut-être que tout le monde
une formule en particulier qui disait que si la loi existe, il serait bien de la connaître déjà d'une part, et après, une fois qu'on l'a connue, il serait bien de pouvoir l'appliquer. C'est quelque chose qui est récurrent, et pas que dans le domaine de l'égalité homme-femme, c'est quelque chose qu'on voit à tous les niveaux. Et je vous rejoins entièrement. Il faut quand même savoir que sur l'année qui vient de s'écouler, beaucoup de choses ont été faites pour l'égalité entre les femmes et les hommes, au niveau de l'égalité salariale, comme le faisait remarquer monsieur, également au niveau donc, des violences sexistes et sexuelles, au niveau de l'égalité en général. Ça a été une année très importante. Nous allons continuer sur cette lancée en travaillant sur la diplomatie féministe, en travaillant sur l'égalité paritaire, donc dans la Constitution. Je parle de la diplomatie parce qu'on a donné beaucoup d'exemples venant un peu du monde entier en disant ailleurs c'est mieux, ailleurs c'est pire. Chaque pays a sa propre identité, chaque pays a sa propre façon de vivre, cette égalité homme-femme. Il est toujours bon de s'inspirer, tout le temps, de ce qui se fait ailleurs, surtout quand ça fonctionne. Vous parliez du Québec, qui est un des pays pionniers en la matière. C'est vrai qu'étant moi-même québécoise, puisque je suis à moitié, je suis canadienne et française, je dois dire qu'effectivement au Canada, les violences sont beaucoup plus rares. Le rapport homme-femme est très différent de ce qu'il existe en France. Est-ce mieux, est-ce pire? Je n'ai pas de jugement là-dessus. Je pense que c'est tout simplement différent. Mais rien ne doit permettre justement que les femmes se retrouvent dans des situations où elles sont les victimes de quelque chose. J'ai beaucoup entendu également qu'il fallait que les femmes prennent leur place, qu'il y avait quelque chose qui devait venir d'elles-mêmes. Je suis en partie d'accord, mais je pense qu'avant tout, il faut que la société permette à chacun d'avoir sa place et qu'elle l'offre de façon uniforme, parce qu'on n'est pas tous armés de la même façon pour pouvoir prendre cette place. Et souvent, les femmes sont beaucoup plus précaires, tout simplement parce qu'elles ont le souci de la responsabilité de leur environnement, de leurs enfants. Et dans ce cas-là, on est beaucoup plus fragile, parce que face à cette énorme responsabilité, on est moins en mesure de se défendre. Ça vous fait sortir les dents, ça vous fait sortir les griffes, mais en même temps, ça vous épuise physiquement, et donc on est en défaveur. Donc il faut être dans une société qui permette à ces personnes qui sont plus fragilisées de pouvoir quand même progresser et être à égalité, quel que soit leur sexe. Et puis quand je dis que tout le monde n'est pas armé de la même façon, certaines d'entre vous disaient qu'elles avaient fait des études, qu'elles avaient pu monter des entreprises, puisque la dame qui est partie là était une chef d'entreprise par exemple. Et bien, tout le monde ne peut pas être chef d'entreprise, tout le monde ne peut pas être hyper diplômé. Et il n'y a aucun problème à cela. Vous avez parlé, madame, des personnes qui font des métiers qui sont peu diplômants. C'est un sujet sur lequel personnellement je travaille énormément, car ce sont les personnes qui sont les plus précaires et qui font parmi les métiers les plus difficiles au monde, puisqu'elles ont des horaires impossibles, elles ont un travail morcelé, elles sont face à la douleur, face à la souffrance, la vieillesse, la mort, chose que le quotidien des Français n'a pas à s'occuper. Et malgré tout, elles continuent chaque jour à travailler, elles ont des salaires de misère et elles sont souvent seules. Chez les aides-soignantes, par exemple, 95% des aides-soignants sont des aides-soignantes. Voilà. Donc ce sont vraiment des catégories, moi personnellement, sur lesquelles je travaille énormément pour améliorer leurs conditions de travail, leur formation, leur rémunération et tout le reste, parce que je pense que ce sont des femmes qui sont parmi les plus importantes de notre société. Elles sont la base, elles sont celles qui nous permettent à tous de vivre justement dans cette empathie dont nous avons tous tellement besoin. Certainement pas la charité, tout simplement la reconnaissance et pouvoir vivre dignement. La dignité, c'est un mot qui n'a pas été prononcé et je pense que ça aussi, ça fait partie des choses essentielles dans cette égalité femmes-hommes. On a dit beaucoup de choses. Vous avez vu que beaucoup de choses là redéfilent là, sur ce qui a été dit durant toute la soirée. Je ne vais pas développer un sujet en particulier parce que la parole était à vous. Peut-être qu'il y a eu peu de propositions, mais il y en a eu. Il y a eu des idées très originales et chaque chose remontera, effectivement. Chaque contribution sera apportée au grand débat national et sera prise en considération au même titre que toutes les autres. Voilà. Et je vois madame avec son gilet jaune. Oui. Voilà. Pour pouvoir vous faire une lettre, mais pas une lettre juste à vous, ce sera une lettre ouverte, mais de façon à ce que je puisse en fait prendre toutes les informations qui ont été données
et de pouvoir donner ma réponse et faire, enfin ma réponse et la réponse de certaines personnes de mon groupe, et de faire nos propositions. Donc c'est pour ça que je ne suis pas intervenue, parce que voilà, je voulais prendre le temps de faire la synthèse, mais j'étais pas là juste pour vous regarder et pour vous écouter. On va travailler là-dessus aussi. Merci. Merci, je n'en doute pas. Je sais qu'il y a des groupes, enfin, je suis en contact avec des groupes de Gilets jaunes qui ont fourni, c'est vraiment, qui travaillent vraiment, élaborent des propositions. Et je vous remercie. Votre contribution rejoindra celle des autres avec autant d'attention. Merci, mesdames. La politesse veut que je commence par vous. Donc, merci, mesdames. Merci, messieurs. Nous avons des normes de politesse qui font que, justement, les femmes sont mises en avant. Mais il faut bien qu'il y ait un premier. C'est toujours le plus difficile, la place du premier. C'est le premier qui prend la parole, le premier qui est mis en avant. Donc notre place est peut-être la plus difficile. Donc c'est pour ça que je commence et je termine en disant merci mesdames, merci messieurs.